Je suis en reconversion, donc je suis éco-conseillère en habitat durable. La formation m'a permis. Je crois qu'il y a pas de son. Élie, je pense que tu peux arrêter, cette Ouais. partage-là et recommencer avec l'autre vidéo, s'il te plaît. Bonjour, merci de votre présence. On a fait un petit test et pourtant, ça avait fonctionné tout à l'heure, donc on recommence d'une autre façon pour qu'on puisse vous partager l'écran et l'aventure de Caroline qui va être avec nous dans quelques instants. Vous allez pouvoir la découvrir. Bah, justement, voilà Caroline. Alors, du coup, le temps qu'on redémarre l'autre vidéo, un grand bonjour, un grand bonsoir. Merci pour beaucoup de votre présence. Ce soir, on va parler de la construction et pour cela, on a invité une personne de marque, Caroline. Bonsoir Caroline, comment tu vas? Ah, tu as coupé ton micro. Forcément, au départ. Bonsoir Goulven. Bah, écoute, ça va super. Contente d'être là. Merci pour l'invitation. Avec joie. Écoute, alors on va découvrir ton aventure, comment tu as fait pour devenir voilà, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine du bâtiment, à travailler actuellement dans le domaine du bâtiment. Mais ce soir, on va se focaliser sur la transformation de ta vie avant de ne pas avoir de maison et être locataire, à devenir maintenant propriétaire d'une super maison qui est en cours de construction. On va découvrir tout ça. Mais avant ça, tu nous as partagé, à la fin de la formation, tu as accepté de faire un témoignage et donc on avait l'intention de partager, cette petite vidéo pour pouvoir démarrer avec vous. Donc, on vous laisse p découvrir ce partage d'écran. Je suis en reconversion, donc je suis éco-conseillère en habitat durable. La formation m'a permis du coup de faire mon projet professionnel, mais qui est aussi mon projet personnel, parce que je voulais vivre un peu plus proche de la nature, à la campagne, et puis être dans un environnement qui me correspond plus aujourd'hui. Donc bientôt, je vais habiter à la campagne et faire donc construire ma maison pour y vivre, mais aussi pour faire mon projet professionnel de maison témoin, d'éco-construction, de promotion des matériaux biosourcés, faire un lieu d'atelier aussi de formation en petits groupes pour en fait sensibiliser les gens sur la valeur de l'eau, de l'énergie et des déchets aussi, tout ça. Voilà. Et faire aussi une partie en location saisonnière. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éco-construction, j'avais un projet, je voulais construire pour faire une maison d'hôte en fait, de sensibilisation à la protection de l'environnement. Donc je voulais mettre plein de choses dedans, je voulais qu'elle soit autonome, enfin voilà. Mais j'ai laissé tomber ce projet-là parce que j'étais pas encadrée, j'étais toute seule là-dedans et tout, puis c'était un trop gros budget donc j'ai laissé tomber. Et en rentrant donc à la formation de solutionnaire, j'avais pas de projet de construction. Je savais pas encore si j'allais me diriger dans la voie professionnelle de tout ça. Et en fait, à chaque week-end, j'avais un avancement. Après, j'ai pris la décision de vendre mon appartement parce que ça commence par là aussi. Ça a mis son chemin dans sa tête et puis j'ai mis en vente et j'ai vendu voilà, la semaine dernière à la fin. J'ai trouvé le terrain aussi. Enfin, à chaque fois, il y avait une étape d'évolution et j'ai plus je suis pas la même personne déjà il y a 6 mois. J'ai beaucoup évolué et rapidement, je trouve. Et même dans ma façon de m'exprimer, ma relation par rapport aux gens et par rapport à la maîtrise un peu de tout ce que j'ai appris, je suis beaucoup plus à l'aise. Et ça se ressent, enfin, même les gens quand ils m'écoutent et tout ça, enfin, ça n'a rien à voir quoi. Tu vois. Et moi je me sens beaucoup plus. J'ai beaucoup mûri je pense là-dedans et c'est pas qu'une question de théorie ou quoi, c'est vraiment un développement en fait. C'est pas un projet de construction vraiment physique, mais c'est une construction de moi-même aussi je pense. Voilà. C'est quelque chose, hein. Il y a une différence quand même entre les 2 personnes. Pourtant, c'est la même dame, je vous promets, hein. Ah Caroline, non, c'est vraiment un beau témoignage. En plus, tu dis qu'entre le début de la formation et la fin de la formation, tu dis avoir beaucoup appris. Ça fait combien de temps qu'on a tourné cette vidéo? C'était en juin 2021, donc ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans là au mois de juin 2023. C'est ça. Donc en moins de 2 ans, moi j'ai vu l'évolution, c'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est quoi l'activité que tu me fais au quotidien? C'est intéressant de partager ça aussi. Je suis Je te prends là. multicasquette, donc au quotidien, je fais plein de choses. Donc tu as une Mais, casquette avec l'association Éco-Bâtisson, tu as une casquette à répondre maintenant, chez Au Vivant, avec les commentaires des étudiants et des étudiantes qui posent des questions et tu fais mais tu et venais j'ai pas de ma- ce milieu-là avant?
Ah, pas du tout. Non, non. Moi, à la base, parce que j'ai fait plusieurs postes avant, ça n'a jamais duré trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, bah, en fait, je m'ennuyais et j'avais besoin de changement et j'avais pas le sens et enfin voilà, je faisais vite le tour. Donc, j'ai travaillé dans le contrôle qualité des eaux et des aliments et le management des risques industriels. Donc, rien à voir. Mais en fait, tout me sert aujourd'hui, clairement. Bah, dans la qualité de l'eau, par exemple, tout ce qui est microbiologie, tout ça, la gestion de projet, l'approche client, le côté scientifique et technique, quoi. Donc tout me sert, mais c'est vrai que on dirait que j'ai pris un virage. Enfin, j'ai pris un virage quand même à 360, mais il y a quand même une suite logique dans tout ça, quoi. Est-ce que dans les différentes casquettes, là on a nommé 2, dont la principale avec l'éco-bâtiment, je crois, mais il y en a une que tu es en train de développer qui, suite à la formation, aujourd'hui tu fais une activité de conseil, d'accompagnement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ou tu en parles dans ta présentation? Je vais en parler, mais je peux, enfin, je Alors vais si en tu en parler dans parles, le. excuse-moi. Si Oui, tu mais veux en à peine, parler, je te j'en parle à peine juste dans la succession en fait des étapes. Mais après, je vais pas développer plus parce que je veux me concentrer plus sur la construction et les photos et le partage. Donc, donc du ça coup, m'intéresse que tu nous en parles parce que il y a 2 jours, on était avec Virginie sur la conversion professionnelle et il y a quand même un lien avec toi et qui a fait quand même une reconversion professionnelle, puisque maintenant tu accompagnes également des porteurs de projets, des personnes qui se posent des questions sur l'énergie, sur l'habitat, sur l'énergie renouvelable, sur les matériaux. Et tout à ouais, fait. ça serait intéressant de nous parler de tout ça, parce que certes, tu as gagné en compétences, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise à vouloir faire tout ça? Ben, en fait, ben, ça a été parce que j'avais pris une direction en premier, comme je disais dans la vidéo, c'était de faire une maison d'hôte. Et en fait, je me suis rendu compte en gribouillant des plans et tout ça que c'était plus le côté conseil et conception qui me plaisait plutôt que de recevoir des gens chez moi, même si j'adore ça, mais pas pour en faire mon métier, clairement. Donc, du coup, puis j'ai toujours fait du conseil aussi dans mes anciens postes, pas sur les mêmes sujets, mais j'ai toujours aimé cette transmission de compétences, de partage technique. Donc, du coup, maintenant, bah, il y a du sens et surtout, ça me passionne. Donc, je monte en compétences bah, tout le temps, hein, clairement, hein, puisque du coup, maintenant, je suis consultante. Donc, dans la vidéo, je dis éco-conseillère habitat durable. Et en fait, bah, depuis la vidéo, du coup, j'ai pris un peu plus confiance. Et c'est vrai qu'en fonction de là où on veut exercer, enfin, le titre qu'on a, il est important. Et c'est vrai que le fait de se présenter en tant que consultante, si on veut voilà, décrocher des contrats auprès des collectivités, des plus grosses entreprises pour faire la sensibilisation. Éco-conseillère, déjà, les gens, je les ai perdus. C'est pas un terme qui est très, enfin voilà, qui est très répandu, alors que consultant, ça parle à tout le monde. Et j'ai deux mots-clés dans la suite, c'est habitat durable et écologique. Voilà. Donc les deux sont complémentaires et c'est ça qui me permet d'accrocher quand je dis ce que je fais, quoi. Voilà. Et avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, que tu nous partages ton écran, j'ai vraiment une question phare. Est-ce que tu as des choses à reprocher à notre formation? Et s'il te plaît, sois le plus authentique possible. Dis-nous qu'il y a des trucs qu'on doit améliorer. Euh, voilà, alors là, c'est une question sur le vif comme ça. Ben moi, la formation, elle m'a beaucoup apporté. Donc, clairement, si chacun la vit comme moi je l'ai vécu, c'est génial, quoi. Euh, je sais pas, plus de moments festifs peut-être, parce que moi je l'ai faite en plein Covid, donc du coup on était trop bridés pour boire un peu l'apéro et tout ça, même si on a réussi quand même à faire, on a été un peu frustrés sur ça. Je sais pas, non, franchement, enfin, moi ça m'a convenu tel quel, quoi. Et c'est honnête, hein, après, non, sur le vif comme ça, je sais pas quoi dire de plus. J'arriverai à le savoir à un moment donné, les petits trucs à améliorer. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Écoute, Caroline, c'est ton moment. C'est toi qui partages l'écran. Tu vas à ton rythme. Tu nous partages maintenant cette aventure qui a fait que maintenant tu t'es lancé dans une construction de maison. Et il y a plein de personnes qui sont là ce soir. D'ailleurs, juste avant qu'on débute, toutes les personnes qui sont là avec nous ce soir, déjà bonsoir, merci beaucoup. Dites-nous dans quelle région vous vous trouvez et dans quelle région vous souhaiteriez peut-être habiter, construire, rénover. Et si vous aussi, vous voulez construire ou rénover, dites-le nous dans les commentaires, on veut savoir pour s'assurer voilà, de savoir quelles sont vos différentes questions et quelle est la quantité de personnes, de public qui est avec nous ce soir, qui a de l'intérêt pour un sujet ou pour l'autre. Et si vous avez également un intérêt pour la reconversion professionnelle, peut-être que Caroline pourra vous partager son expérience. Donc écrivez-nous dans les commentaires, on regarde la présentation de Caroline et on répond à vos questions juste après. Allez, à tantôt maintenant Caroline, on t'écoute. Allez. Euh, hop.
partager. Mettre en présentation et on est bon. C'est bon? Yes, Ça on voit fonctionne? bien. C'est tout C'est bon? parfait. Ok. Alors, donc, mon projet s'appelle la cabane de Bellevue. Vous comprendrez pourquoi cabane de Bellevue au fur et à mesure de la présentation. Donc, je passe vite fait sur cette slide, puisque du coup, j'ai présenté tout à l'heure. Juste, moi, je suis de l'édition 14, donc ED14. Et j'ai vu, du coup, un camarade de ma classe qui était là. J'ai vu Carter qui a écrit tout à l'heure. Donc, coucou Carter. Alors, donc la cabane de Bellevue, comment ça a commencé? Donc, comme je disais sur la vidéo, sur le témoignage, donc au début, je voulais faire un projet de maison d'hôtes. Donc, c'était au printemps 2020, donc ça fait déjà 3 ans. Et une fois que j'avais ce projet-là, il fallait trouver le lieu. Donc, au début, alors je suis partie loin. Hein, au début, je m'étais dit, parce que j'avais un attrait pour les îles par rapport à la plongée, par rapport à tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire à La Réunion, tout ça. Bon, après, je lui ai dit, bon, là, je suis un petit peu trop loin de ma famille quand même. Du coup, j'ai laissé tomber. Après, j'ai regardé un peu en France là, les régions qui étaient assez ouvertes sur le domaine de l'écologie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le sud-ouest? Après, voilà, il y avait un critère qui est très important pour moi, c'est le climat, clairement, parce que moi, j'habite dans le sud, donc le soleil et tout ça, la chaleur, c'est très important. Je ne me vois pas habiter dans le nord. Enfin, le nord. Enfin, pour nous, le nord, c'est au-dessus d'Avignon, donc ça va, ça commence très, très bas, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le sud-ouest, l'océan, tout ça. Donc, je suis allée faire un petit tour par là-bas en vacances. Voilà, je suis partie avec ma chienne. C'était après le déconfinement, donc c'était un petit road trip avec ma louloute. Et en fait, je me projetais absolument pas là-bas. C'était trop plat. Moi, j'aimais bien les reliefs. Et en fait, du coup, je suis revenue. Je me dis non, ça ne sera pas là. Et puis, j'ai ma sœur qui habite dans le Haut-Var. Et en allant la voir, en fait, en me promenant, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est sympa ici. Et puis, du coup, en fait, j'habite maintenant dans le Haut-Var et c'est à 1h15 de là où j'habitais avant. Donc, je suis partie très loin dans les îles, voire à l'autre bout de la France, côté ouest, pour finalement atterrir à 1h de là où j'habitais avant, quoi. Donc, au final, il faut. Enfin, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, on part loin, mais au final, des fois, on reste à côté, quoi. Voilà. Ensuite, donc, une fois que je m'étais dit que j'avais trouvé le coin à peu près géographique où j'allais m'établir, j'ai commencé à faire des visites de terrain que j'avais trouvé sur le Bon Coin, tout ça. Bon, ça n'a pas été concluant, mais c'était un premier pas. Ensuite, en septembre, comme j'expliquais dans le témoignage, j'ai laissé tomber parce que j'étais vraiment toute seule, quoi. Puis j'avais pas trop de soutien autour de moi. C'est vrai que quand on veut se lancer, enfin voilà, on est un pays où dès qu'on bouge un peu, ça paraît extraordinaire et on est un peu éduqué à rester un peu à la même place. Donc dès qu'on veut sortir un peu du rang, ah non, mais tu vas pas faire ça, mais non, enfin voilà. Du coup, j'étais pas du tout encouragée et puis j'avais pas assez confiance en moi, surtout pour me lancer toute seule et braver un peu les les contre-avis, quoi, clairement. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber. J'avais appris plein de choses sur Internet, je m'étais beaucoup documentée. Et puis un jour, je suis tombée sur une série de vidéos avec un accent québécois. Donc j'ai trouvé, en fait, voilà, par rapport à un site sur lequel j'étais abonnée, j'ai reçu les vidéos et toute la communication par rapport à ça. Et je me suis dit, mais c'est sympa et tout. Et donc je me suis renseignée pour faire la formation en classe. Et pourquoi je l'ai faite? Parce qu'en fait, sur Internet, il y a plein d'infos, c'est sûr, mais il y a un peu tout et n'importe quoi. Et j'avais besoin aussi de me confirmer ce que j'avais trouvé, si c'était bon, et d'avoir voilà, de la théorie par des experts et d'être sûre voilà, de ce que j'apprenais, quoi. Voilà. Donc, du coup, la formation a commencé en octobre 2020. Et en même temps, ça a été la rencontre avec les éco-bâtissons, l'association éco-bâtissons, dont je fais partie. Et parce que plusieurs profs, en fait, chez Au Vivant, font partie d'éco-bâtissons. Donc, du coup, en fait, dès que j'ai eu les premiers modules, je me suis dit, mais en fait, la formation, elle est pour moi, quoi. Clairement, je me suis dit, je suis au bon endroit. J'ai dit, c'était énorme, quoi. Donc, voilà pour la première partie. Ensuite, du coup, comme j'expliquais dans la vidéo, au fur et à mesure des week-ends, en fait, j'ai eu des avancements. Et au tout début, quand j'ai commencé, j'avais plus de projets. Et en fait, de voir les autres avec leurs projets de réno, machin et tout, je me dis non, mais en fait, j'ai trop envie de construire. En fait, il y avait une telle énergie, un tel truc que je me voyais pas ne rien faire.
clairement, voilà, donc il n'en a pas fallu beaucoup. En un week-end, à chaque fois, voilà, il y a eu ça. Donc, il y a eu une redirection. Donc, au début, c'était la maison d'hôte donc, que j'ai laissé tomber. Et finalement, ça a été le lieu de vie, donc qui correspond du coup à mes aspirations que j'avais en fait en moi depuis longtemps, puisque en vrai, on n'invente rien. C'est des choses qu'on a depuis notre plus tendre enfance qui sont dans notre tête et dans notre cœur, quoi. Et donc aussi le projet professionnel, donc de montrer tout ça, ce qui était impossible de faire en habitat écologique. Et voilà. Donc ça, c'était le premier week-end. Après, donc, le début d'année, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur le 2 janvier 2021. Voilà, bon, après, voilà, j'ai créé le statut. Je n'ai pas dit que j'avais commencé à travailler parce que le temps que ça fasse son chemin, mais là, moi, je me suis dit, au moins, c'est lancé. Et puis j'ai un pied dedans, même si je n'exerce pas encore et que je ne gagne pas encore d'argent, sachant que j'ai commencé à gagner de l'argent en fin d'année, vers octobre, quoi, 2021. Parce qu'il faut le temps de préciser ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter, tout ça. Donc, ça prend le temps, quoi, voilà. Ensuite, donc au niveau donc, du projet, j'ai repris donc, des visites de terrain. Maintenant que c'était un peu plus clair dans ma tête et tout ça, c'était mieux. Donc, j'ai visité 4 terrains. Le 4e, il me plaisait bien. Et je me suis dit, allez, je refais une contre-visite. Et puis, au moment de reprendre rendez-vous pour la contre-visite, l'agent immobilier qui me dit, non, mais c'est trop tard, c'est vendu. Voilà, donc là, grosse déception, sachant que je n'avais pas encore mis en vente mon appart avant. Et en fait, dans le sud, dans le Var, il y a beaucoup de… Enfin voilà, les offres, il y en a peu, ça part très vite. Et en fait, il faut pouvoir se positionner rapidement. Donc, du coup, je me suis dit, mais là, il faut prendre la décision. Si tu veux commencer un projet, il faut te délester de ce que tu as d'avant. Et voilà, donc du coup, j'ai mis en vente et j'ai vendu rapidement, quoi. Ça m'a permis d'avoir du coup les sous pour pouvoir me positionner rapidement. Puisque le terrain que j'ai visité juste après, j'ai acheté de suite en fait. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, c'est mon tour. Je dis, c'est pas. J'ai rien contre les Parisiens, hein, mais c'est pas un Parisien ou un étranger qui va me passer devant. Je dis, c'est bon, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi. Donc, voilà. Donc, il y avait des critères qui, pour moi, étaient importants. Il y en a d'autres, du coup, que le terrain ne satisfait pas. Après, ça ne peut pas être parfait, clairement. Faut faire des compromis et puis surtout, il faut passer à l'action parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Donc, je dis, allez, je lance et puis on verra bien. Mais j'avais peur. Hein. Je me suis dit, non, ça aboutira jamais, mon Dieu, machin. Et puis au final, là, on est en mars 2022, donc 2023. Donc, ça fait 2 ans et la maison, maintenant, elle est là, quoi. Donc, voilà. Donc, entre le printemps et juin 2021, donc juin 2021, c'est là où j'ai passé mon examen CPF et la fin de la formation, du coup. Donc là, on voit des photos. En fait, c'est mon équipe de CPF, donc Magali Carter, du coup, Carter qui est là, et Magali qui est dans le Tarn, que j'ai pas revu depuis. Mais enfin, voilà, on s'est régulièrement au téléphone. C'est des gens voilà, avec qui j'ai gardé contact. Et voilà, et en fait, il faut savoir que dans cette formation, moi, j'ai trouvé des gens… des nouveaux amis, clairement, parce que je suis un peu l'écolo de service, un peu marginal ou un peu anarchiste chez moi, quoi, clairement. Et de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs et qui ont les mêmes aspirations, ça fait du bien, quoi. On se sent moins seul, clairement. Parce que le plus dur quand on se lance comme ça, c'est d'être seul. Et si on n'a personne qui nous soutient, c'est quand même primordial d'avoir du soutien autour de soi. Et j'ai trouvé, grâce aux rencontres que j'ai faites pendant la formation, quoi. Voilà. Après, là, il y a d'autres personnes aussi que je revois qui ne sont pas en photo. Clémence et Emeline, si elles sont là, je leur fais coucou aussi. Et pareil, on s'est au téléphone tous les mois, toutes les semaines. Enfin, voilà, l'aventure, elle ne s'est pas arrêtée en juin 2021, quoi. C'est ça qui est cool. Voilà, ensuite, je reprends le fil parce qu'après, je m'égare, moi, sinon, je discuterai jusqu'à demain. Donc, on va essayer de tenir le truc. Donc juin, donc ça c'est bon. Septembre 2021, donc j'avais vendu mon appart, donc j'ai déménagé. Donc j'ai troqué donc la mer Méditerranée contre les lacs et les gorges du Verdon. Donc c'est pas mal. Je me suis dit non mais la mer elle va me manquer et tout. En fait pas du tout. Hein. Clairement il y a plein de choses qui me manquent pas et depuis que j'ai changé de vie, clairement je reviendrai pas en arrière, quoi. Je vis ma meilleure vie, quoi. Non, c'est cool. Puis les gens sont différents et enfin voilà, ça s'explique pas, ça se vit, quoi. Clairement, voilà. De toute façon, je pense que ça s'entend quand je parle. Voilà, ça se passe bien, quoi. Et puis moi, j'ai déménagé avec mes animaux aussi. J'ai mon cheval et mon chien et ça me tenait à cœur de leur offrir aussi cette vie-là dans la nature et qu'ils soient bien, et qu'ils soient mieux qu'avant, quoi. C'était important pour moi.
Voilà. Ensuite, la suite, le 20 décembre 2021, dépôt du permis de construire. Février 2022, obtention du permis de construire. J'ai eu juste, on m'a juste demandé une pièce complémentaire, mais j'ai eu le permis du premier coup, clairement. Et là, du coup, ça a été le lancement officiel du projet avec cette super photo du coup, du permis sponsorisé par Point.p. Voilà, donc ça, c'est une photo que j'aime bien. De là, du coup, donc, la signature définitive chez le notaire, parce qu'il fallait que le permis soit purgé de tout recours pour pouvoir faire la signature. Et quelques jours après, début des travaux de terrassement. Après, j'avais anticipé, en fait, parce que j'avais déjà pris rendez-vous chez le notaire une fois que j'avais posé le panneau, parce que je savais qu'il fallait attendre 2 mois. Et comme il y a un peu de délai, dès que j'ai posé enfin, j'ai mis dans mon planning, en fait, prendre rendez-vous telle semaine pour signer et telle semaine d'après. Vu que j'étais propriétaire, du coup, officiellement, je pouvais engager des frais et commencer les travaux officiellement. Donc, du coup, ça s'est enchaîné juste après. Voilà. Maintenant, du coup, place aux photos. En fait, ça, c'est l'intégration paysagère du permis de construire. Et vous verrez, en fait, au fil des photos, que la maison, elle ne ressemble plus à ça, en fait. Donc, ça, ça change. On a beau déposer un permis, en fait, le projet, il évolue. Et même là, j'ai encore changé des choses. Donc, après, c'est globalement la même chose, hein, mais sur le visuel, ça change un peu. Alors, le début, donc ça, c'est le terrain brut. Donc, en haut à gauche, voilà, donc c'est vraiment le terrain sans rien du tout, avec un pin dessus, que malheureusement, j'ai dû faire tomber parce que c'est pas moi qui ai décidé de l'implantation du géomètre par rapport aux accès et tout ça. Donc, j'ai dû l'enlever. Mais vous verrez sur la slide d'après qu'est-ce que j'ai fait du coup. Du coup, sur la photo à droite, c'est le début de création de la rampe d'accès parce qu'en fait, il n'y avait vraiment rien du tout, quoi. C'était la jungle, hein, on le voit sur la photo d'en dessous. Et c'est ce qui m'a plu sur ce terrain-là, c'est que c'était beau naturellement et ça donnait le challenge de vouloir le préserver au maximum. Après, quand on construit, forcément, on touche des choses. Donc, j'ai essayé de faire le moins possible, mais forcément, on touche un peu, quoi. Ça, c'est le pin, du coup. Donc qui est tombé, mais j'ai fait intervenir ce qu'on appelle une scierie mobile en fait pour du coup débiter des planches pour ne pas le perdre et pour pas qu'il parte en fait à la déchetterie ou dans je sais pas quoi. Et en fait ces planches là vont me permettre de faire du mobilier, soit des bancs, soit des tabourets et du coup d'embellir l'intérieur. Donc le pain, même s'il est plus là, il est toujours là. Ensuite, donc là, c'est le début du terrassement et des fouilles. Donc, les fouilles, c'est en fait ce qu'on creuse pour couler les fondations. Sur la photo de gauche, donc c'est la restanque. En fait, la maison, elle a un cheval sur une restanque. Je ne voulais pas casser la restanque, je voulais la poser au-dessus. Donc, on a juste creusé sur le côté pour pouvoir couler en fait, le béton pour les fondations. Mais sous la maison, en fait, la restanque est quasiment intacte. Et ça joue également. Enfin, c'était important de la garder déjà pour respecter les lieux et puis parce que les restanques, elles ont un rôle dans tout ce qui est gestion de l'eau par rapport à la colline en fait. Donc, c'est aussi pour ça. Voilà, donc là, on peut voir donc les trous que ça fait. Ma petite louloute qui teste, qui vérifie si tout va bien. Donc, c'est la mascotte. Donc ça, c'était au mois de juillet 2022. Ensuite, une fois qu'on a fait les trous, donc les fouilles, du coup, il y a les fondations. Voilà, donc il y a 2 plateaux en fait qui vont se rejoindre. Donc pour que la maison en fait soit de plein pied mais à cheval et pour pas tout casser. Voilà. Bon évidemment là je suis en photo avec une pelle. Évidemment c'est pas moi qui ai creusé. Hein. J'aurais aimé mais ça aurait pris un certain temps. Donc c'est des engins de chantier. Voilà. Ça du coup c'est donc l'étape d'après le montage du vide sanitaire et de la dalle du coup où après il y aura les murs en ossature bois qui vont reposer. Voilà donc là elle était toute fraîche, hein, elle venait d'être coulée. Ça, c'était donc en mois de septembre. Ensuite, ça, c'est l'étape d'après. Avant de pouvoir construire, il fallait couler ce qu'on appelle des arases, en fait, pour pouvoir faire le support pour mettre les murs en ossature bois. Voilà, donc Fanta qui vérifie si tout va bien aussi. C'est mon assistante. Ça, c'est le grand jour, le 14 novembre. C'est quand, du coup, le camion de mon constructeur est arrivé avec ma maison dessus. Voilà, donc la petite photo souvenir. Voilà, la maison, en fait, moi, j'ai fait les plans, tout ça, c'est moi qui l'ai dessiné, mais
on a fait appel à un bureau d'études pour calculer tout ce qui était descente de charge et tout ça. Donc, les panneaux ont été fabriqués en usine et la maison est arrivée en 12 morceaux. Donc, c'est tout au millimètre, hein, voire la moitié du millimètre. Donc, ça, c'est la magie de la construction bois, quoi, clairement. Voilà, donc ça, c'est la mise en place. Donc, il a fallu reprendre un peu les altimétries pour que la maison soit d'équerre. Il a fallu décharger, donc avec un engin de levage. Ça, c'est le début du montage. Voilà. Donc, avec l'engin de levage, heureusement qu'il y a ça, parce que chaque panneau, en fait, ça peut aller jusqu'à 300 kg, clairement. Donc, heureusement qu'il y a ça. Voilà. Bon, ça, du coup, ça continue, hein. On voit la maison qui commence à se dessiner. Alors, on a eu beau temps, on a juste eu 2 jours de pluie au tout début. Donc, il a fallu aspirer l'eau. Ça faisait un peu la piscine sur la dalle. Mais après, on a eu grand beau temps, on a eu un peu de vent. Ça a été un peu problématique pour cette partie-là. Là, on voit sur la photo d'en haut, il y a la plus grosse poutre, en fait. Et comme on est en hauteur, forcément, plus on est en hauteur, plus il y a du vent. Et en fait, la poutre balançait un peu comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que quand on est par terre et qu'on regarde et que c'est sa maison, on se dit aïe, aïe, aïe. Mais en fait, non. Tout s'est très bien passé. Voilà, donc la grosse poutre avec les poteaux, du coup, qui sont mis en place. Les poteaux, du coup, restent apparents. Et bien sûr, le smile, voilà, quand ça se déroule bien. Voilà, ça, c'est d'autres photos, du coup. Et en fait, la structure a été montée au bout de 4 jours. Donc, c'est vraiment perturbant parce que quand c'est un projet qu'on a depuis 2 ans dans la tête et que d'un coup, en 4 jours, on arrive le lundi, il n'y a rien. Et le repart le vendredi, il y a déjà les chevrons et les prémices en fait, de la charpente et de la toiture. On se dit, waouh, ça y est, c'est là, quoi. La maison, elle est là et limite... même là, des fois, je ne m'en rends pas compte, en fait. J'ai tellement la tête dedans et tout ça que je me dis, ouais, la maison, elle existe, quoi. Elle est là. Ma petite cabane. Voilà, ensuite, l'étape d'après, donc la mise hors d'eau. Donc, c'est pour éviter que l'eau rentre dedans, bien sûr. Donc, là, on voit un peu la structure. Donc, c'est un toit plat, toit terrasse, qui sera non accessible, que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait accessible parce que la vue est encore plus sympa d'en haut, mais bon, c'est pas dit que j'y aille pas pour faire mon petit coin secret. Et puis de toute façon, il faudra que j'aille nettoyer le toit de temps en temps. Donc, ça sera mon petit coin. Voilà, donc l'étanchéité. Ensuite, bon là, du coup, ça commence à ressembler à une maison, même s'il y a encore plein de trous, c'est ouvert aux 4 vents, mais il y a déjà un toit avec des fenêtres. Justement, les fenêtres, le gros moment, les menuiseries. Du coup, alors c'est vrai que quand j'ai vu arriver les menuiseries, je me suis dit, oulala, tu t'es un peu envoyé sur la taille des menuiseries. Et c'est vrai, mais en fait, je ne regrette pas parce que vu la localisation de la maison, n'importe où je regarde par la fenêtre, ça fait des cadres ouverts sur la nature. Et puis, de toute façon, dans une conception bioclimatique, il y a beaucoup de fenêtres, surtout au côté sud. Voilà, notamment cette grande baie vitrée de 4 mètres qui a donné du fil à retordre à mon constructeur. Ils sont venus à 4 pour la soulever. Donc là, elle faisait plus de 300 kilos, sachant qu'il n'y avait pas les verres en plus. Donc, c'est 3 vantaux coulissants. Donc là, voilà, ça, c'est la mise en place. Donc, ça a bien pris plusieurs heures déjà pour la porter, pour la monter déjà, parce qu'elle ne passait pas sur le... On pouvait que accéder sur la plateforme de la maison par une échelle. Donc, autant dire qu'on ne pouvait pas la mettre là. Et en plus, l'engin de levage était parti. Donc, il a fallu trouver un système D pour la monter. Et ça s'est bien passé. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de problème, quoi. Voilà, un autre point du coup, parce que là, c'est vrai que j'ai fait appel à des entreprises pour tout ce qui est gros œuvres. Et là, j'ai eu la possibilité de faire un chantier école. Donc, c'est quelqu'un en fait qui est venu me voir sur un événement sur lequel j'étais et à qui j'ai parlé de mon projet. Il m'a dit, mais est-ce que ça vous intéresserait pas de faire intervenir des lycéens pour faire votre projet sur la partie plomberie sanitaire? Je lui dis, bah, pourquoi pas? Alors, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur en fait. On se dit, oula. Et puis en fait, pas du tout, parce qu'ils sont encadrés, ils sont quand même formés, tout ça. Et moi, c'est vrai que dans la démarche, comme c'est un projet quand même pédagogique pour sensibiliser les gens à tout ce qu'on peut faire en habitat écologique et en transmission de savoir et de compétences, ça rentrait dans mon cahier des charges. Donc du coup, j'ai accepté. Donc là, ils ont fait 2 jours et là, ils reprennent jeudi prochain pour continuer. Donc là, on voit, c'est l'équipe à gauche avec les profs, les élèves. Là, ils ont fait donc des trous dans la dalle pour faire passer les évacuations d'eau usée.
Voilà, c'est un peu des photos de la vie de chantier, donc le petit matin, le petit réveil, les premières photos avec les vitres, le café du matin, voilà. Donc de temps en temps, j'amène des petits croissants. Une fois, je leur ai fait les crêpes aussi parce qu'il a fait froid quand même. Il y a eu enfin, il fait froid. Je temporise pour ceux qui ne sont pas de la région PACA. On a eu jusqu'à -7, mais du coup, heureusement qu'il n'y avait pas de Mistral, sinon c'était encore pire. Mais voilà, c'est vrai que de manger les crêpes chaudes le matin en arrivant, c'était sympa. Voilà. Alors là, c'est l'étape d'après, donc ITE pour isolation thermique par l'extérieur. Donc moi, j'ai choisi de la faire en liège. Enfin, on a choisi avec mon constructeur de la faire en liège. Donc là, on peut voir, donc j'ai pris exactement la même photo au même endroit et on voit l'évolution donc de l'isolation sur l'extérieur. Et pour la petite histoire, la maison avant, on la voyait de la route. Donc j'arrivais à voir où est-ce qu'elle était. Et en fait, maintenant, j'arrive même plus à la voir. Donc, c'est qu'elle est vraiment en camouflage parce que là, on ne voit pas qu'il y a la forêt derrière, mais quand on est en contrebas, en fait, la forêt est beaucoup plus haute que la maison. On ne voit pas le ciel et du coup, là, pour le coup, on ne voit plus la maison ou alors on la voit quand il y a beaucoup de nuages parce que c'est les nuages qui se reflètent dans les fenêtres. Voilà. Donc là, il y a les échafaudages. Là, donc, la toiture qui est terminée, donc avec la membrane en EPDM, plus les couvertures donc, pour faire la finition, et le trou pour le poêle, si un jour je le mets, parce que pour le petit témoignage, c'est la semaine dernière, il faisait 3 degrés dehors, et donc j'ai déjà mis un thermomètre dedans pour voir un peu comment la maison se comportait sans être finie, et j'avais déjà 20 degrés à 8 h du matin dans la maison qui est censée être encore en travaux, j'ai encore des trous dedans, quoi. Donc, je me dis, c'est cool quand même. Donc, j'ai prévu le conduit du poêle, mais peut-être que je ne le brancherai pas. Donc, on verra bien. Et puis, là, j'ai appris à mon corps aussi à réguler sa température, puisque je suis comble quand même pour une constructrice de maison performante. Je suis dans une passoire thermique. Donc, du coup, je me suis gelée tout l'hiver. Donc, du coup, j'ai une tolérance maintenant à la fraîcheur qui est bonne. Du coup, ça me permettra de tenir peut-être. Enfin, on verra. Donc, voilà pour l'anecdote. L'étape d'après, donc une fois qu'on était donc étanche sur l'extérieur, on a pu attaquer l'isolation intérieure, donc en fibre de bois entre montants d'ossature et ouate de cellulose en toiture. Voilà, donc elle est insufflée en fait dans des caissons. Voilà, donc ça fait un sacré chantier à balayer après, et puis beaucoup de poussière surtout. Voilà. Alors, ça, c'est une des photos que j'adore parce que je voulais la neige sur le chantier. J'ai eu la neige sur le chantier. Donc, pas longtemps, elle est restée une demi-journée. Mais voilà, pour la petite photo, le chantier sous la neige. Voilà. Fanta, du coup, qui m'encourage à bricoler, qui est assis sur la fibre de bois parce que j'avais des trucs à terminer. Donc, avec les fesses dessus, c'est plus compliqué, du coup, pour bricoler. Mais elle contemple bien la vue. Ça, c'était donc il y a 2 semaines. Donc, quand le clos couvert isolé était terminé par mon constructeur Exebois, du coup, j'ai recontacté mon terrassier pour lui dire c'est bon, on peut envoyer la suite. Donc, et en fait, il avait un trou dans son planning. Donc, dès que je l'ai appelé, en fait, il est venu le lendemain. Donc, j'ai dit OK. Moi qui pensais un peu en fait anticiper, prendre un peu d'avance, en fait, du coup, il a avancé. Donc, OK, allons-y. Donc, on a fait la tranchée du coup pour pouvoir passer les gaines et relier en fait, raccorder la maison par la suite. Donc, VRD pour voirie, réseau et divers. Donc, téléphone, électricité, tout à l'égout, l'eau. Voilà, il y a plein de couleurs, c'est sympa. Les cloisons intérieures, donc ça, c'est une photo qui date de tout à l'heure parce que ce matin, donc du coup, j'étais sur le chantier de 8 h jusqu'à 16 h. Fanta qui m'encourage toujours à bricoler, évidemment, qui dort carrément sur les cloisons. Voilà, donc j'ai commencé à faire les cloisons. Sachant que moi, l'expérience du bricolage que j'ai, clairement, c'est monter des meubles Ikea. Je n'ai jamais percé un trou de ma vie, clairement. Donc, mais là, je me suis dit, allez, il faut se lancer. Donc, je me suis lancée. Et puis, après, voilà, je fais un peu 2 heures. Une fois que j'en ai marre, après, j'arrête. Et puis, on se conditionne beaucoup dans notre tête. Voilà, le bricolage, c'est pour les garçons. Mais non, le bricolage, c'est aussi pour les femmes. Donc, j'ai commencé. Mais après, voilà, pour être honnête, du coup, il y avait mon constructeur qui était là cette semaine, l'électricien qui a commencé aujourd'hui. Et en fait, ils m'ont prêté main forte, clairement, avec les outils. Parce que j'avais un vieux coupe-branche là pour pouvoir couper les litos que j'avais récupéré chez mon père. Parce que tout ce qui est cire circulaire et tout ça, enfin tout ce qui coupe très tranchant, ça me faisait un peu peur.
Et en fait, non, on m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, une grande scie en fait, qui s'abaisse comme ça, et c'était mieux. Et les coupes, elles sont quand même beaucoup plus droites, donc on va plus vite aussi. Donc, j'ai eu de l'aide déjà sur le prêt d'outils et puis sur les niveaux, les équerres et tout ça. Et puis voilà, donc là, c'était tout à l'heure. Donc, on a monté 3 cloisons. Il m'en reste encore 2 à faire. Donc là, je les monte au sol en fait, et après, on viendra m'aider pour les monter et pour les fixer. Parce qu'il faut quand même être 2 pour pouvoir être de chaque côté des cloisons pour que ça soit droit. Parce que le but, quand même, c'est que ça soit droit. C'est mieux. Voilà. Et on peut voir voilà, que les gaines électriques, elles ont commencé à être tirées au sol. Après, il va y avoir la chape du coup qui va tout recouvrir. Et après, il y aura le revêtement final de sol. Voilà. Dans l'avancement donc, de cette semaine, donc, c'était les finitions en alu. Donc, on voit là sur la photo de gauche, du coup, que c'est pas fini, clairement. Et à droite, avec l'alu, ce que ça donne, quoi. Donc, c'est vraiment, là, c'est en photo, mais en vrai, c'est pas parce que c'est ma maison, hein, mais ça fait joli quand même. Donc, voilà. Et après, il faut, là, il y aura encore des alus à mettre sur d'autres profilés. Et en haut, la partie noire, elle sera recouverte de planchettes de châtaignier pour tout terminer, quoi. Donc ça sera dans un second temps. Et voilà. Donc ça, c'est 2 photos, donc qui ont 1 an d'intervalle. Donc l'obtention du permis. Et après, 1 an après, quasiment jour pour jour, la maison est là. Et moi, je suis toujours là aussi, hein, parce que j'aurais pu laisser tomber, hein. Il y a eu des fois, c'était dur, mais je suis toujours là. Et voilà, donc la satisfaction, voilà, de se dire, la maison, elle est là, quoi. Et maintenant, c'est réel, quoi. Donc, et maintenant, la suite du chantier, donc ça continue, hein. Là, toute la semaine, j'y suis. Lundi, j'ai une livraison. L'après-midi, j'ai quelqu'un qui vient pour les volets extérieurs. Le mardi, j'ai une chaîne de télévision qui vient tourner. Jeudi, il y a le chantier école qui reprend. Voilà. Donc, ça. Ça avance. L'objectif, c'est d'y déménager dans 1 mois, parce que là, je ne supporte plus de là où je suis, clairement. Et puis, c'est pas des fois, c'est quand on est dans les conforts, en fait, ça nous motive à encore plus mettre un coup de collier. Après, voilà, je sais que ça sera le camping, mais c'est pas grave. De toute façon, voilà. Au pire, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas de vis-à-vis. Au pire, je me lave dans mon jardin. C'est pas grave. Avec des produits biodégradables, évidemment. Voilà, donc déménager et en profiter surtout, parce que là, ça fait des mois que c'est quand même sportif. Donc, je vais en profiter et je veux recevoir aussi, parce que là, en étant en location, là où je suis, j'ai une grosse frustration, c'est que je ne peux plus recevoir d'amis chez moi. Et moi, j'aime bien recevoir et faire plaisir et bien cuisiner. C'est pour ça que je me suis dessiné une belle cuisine aussi. Et prendre du temps aussi, voilà, pour faire mon jardin, voilà, faire mon petit potager, et voilà. Et parler de la maison, la faire visiter et faire ce que j'ai prévu de faire depuis le début. Voilà. Et pour ça, merci clairement la formation, quoi, hein, parce que je l'ai dit, hein, au début, je voulais me lancer et puis j'ai laissé tomber. Et puis là, on voit bien que je suis arrivée, pas encore à la fin, hein, je ne suis pas encore arrivée, mais c'est bien avancé quand même. Voilà. Et puis, si vous voulez suivre l'aventure au jour le jour, je publie tous les jours sur mon compte Instagram où je mets des stories, des trucs comme ça, où on voit l'avancée des travaux. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On va partager le lien aussi de Instagram dans le chat pour nous permettre à tous de te suivre. Et franchement, félicitations, hein. Mais ce n'est pas les miennes qui comptent. Franchement, je vais plutôt lire tout ce qui est écrit là. Il y a Virginie qui dit Girl Power, Wonder Woman, yes, you can, bravo. Bravo pour ce beau projet de la part d'Adeline. Bravo, très inspirant de la part de Émilie. Tiffen. Ah, ça, c'est une question très bien vue. Isabella, impressionnant. Bravo, Caroline. Carter, bravo. Carter fait salut, Caro, tout à l'heure. Marion, ouais, bravo, super. Et bravo d'avoir eu le courage de se lancer. Franchement, c'est clair. Donc, il y a eu le lien de Instagram qui est partagé. Donc, n'hésitez pas à cliquer et vous abonner pour pouvoir suivre un peu cette aventure. Parce que là, vous êtes un peu... Ce projet, il est quasiment pas partagé. On n'est pas, à un moment donné, peut-être qu'au vivant, on va aller faire une visite parce qu'il est quand même vraiment inspirant comme projet. Il y a une belle histoire, il y a vraiment une belle continuité. Mais de pouvoir le suivre dès maintenant, vous êtes un peu dans les prémices, donc il faut en profiter. Merci, Caroline, vraiment. Il y a déjà pas mal de questions.
Mais déjà, comment toi, tu te sens là d'avoir partagé tout ça? Est-ce que tu es à l'aise, tu es heureuse d'avoir partagé un peu toute cette Ouais, aventure? franchement, en fait, voilà, moi, ce que j'aime dans mon projet, c'est le partager, clairement. Parce que faire les choses pour soi-même, ouais, c'est cool, mais en fait, non, mon projet, oui, c'est mon projet, mais je le fais aussi pour les autres, en fait. Donc, ça fait partie de la vie professionnelle. Et la vie professionnelle, quand on fait le métier qu'on aime, on ne travaille pas pour soi, on travaille pour les autres, pour apporter quelque chose aux autres. Donc, j'espère que ça apporte quelque chose aux autres. Enfin, voilà, en tout cas, moi, c'est ma motivation et j'adore partager. Enfin, voilà, mais je pourrais parler des heures. Donc là, et encore, j'ai étayé un peu parce que j'ai des photos, j'en ai fait, mais genre, j'en ai peut-être 2000. J'ai tout classé par dossier. Je décharge le téléphone toutes les semaines. Mais voilà, je peux tenir facile 3 heures ou encore, je peux encore détailler la partie technique. Enfin, voilà, j'ai plein de choses encore à dire sur ça, quoi. Mais non, non, moi, je me régale. Enfin, voilà, c'est un plaisir. Il y a plein de questions, mais il y en a une que tu n'as pas vraiment nommée et que je connais de toi. C'est que tu l'as dit tout à l'heure, tu as plusieurs casquettes, mais tu as 3 boulots, en fait, Mm. grossièrement. Sur ces 3 boulots, tu vas visiter régulièrement ton chantier, quasiment tous les jours, Euh, ou en tout cas tous les plusieurs jours, fois par semaine. j'ai loupé que 3 jours depuis le début parce que j'étais appelée sur d'autres missions. Mais sinon, j'y suis tous les jours. Dès qu'il y a du monde, je suis là tout le temps. Je suis. Et à côté de ça, tu as des animaux. Mm. Et en plus de ça, tu as reçu là une demande pour un chantier école où tu as participé également à ça. Franchement, quand on additionne tout ça, c'est très impressionnant. C'est en termes de carnet d'adresse, de carnet de temps, d'agenda à la semaine, c'est super bien rempli. Donc, vraiment, grande félicitations parce que c'est intense. Merci, mais après, moi, je me régale. Donc, en vrai, il y a des moments, c'est plus intense que d'autres, ça, c'est sûr, hein. Là, on a eu des événements avec Éco-Bâtisson et tout. Donc, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais après, voilà, maintenant, je me connais mieux qu'avant. Donc, je sais quand j'ai besoin de repos. Quand je sais, après, je me conditionne. Là, je savais que j'avais 15 jours au taquet. Donc, j'étais conditionnée pour ça. Donc, voilà, là, des fois, je fais un peu la sieste aussi en début d'après-midi. Donc, si je réponds pas au téléphone, c'est que des fois, je fais un peu la sieste, hein. Voilà, là, le week-end, je sais, je vais me reposer ce week-end. Enfin, voilà, après, je récupère vite. Donc, une bonne nuit de sommeil et après je repars. Mais même si ça ralentissait, je crois que si ça ralentit, à la limite, à un moment, après, je vais m'ennuyer, je crois. Donc, c'est. Non, puis Oh, je tout suis est sûr que tu vas créer de dans. nouveaux projets. Non, mais après, ne dis pas ça en rigolant, hein, mais enfin, voilà. Mais tout est dans le même thème. Donc, tout marche ensemble, hein. C'est clair. Alors, il y a plein de questions et juste avant qu'on débute, pour être sûr que vous n'oubliez pas les prochains webinaires, parce que comme là, vous êtes tous là, j'en profite. Là, attends, j'ai raté mon partage écran, je recommence. Juste, je vous annonce la date du prochain webinaire, des 2 prochains webinaires. Donc, on est toujours à 20h30, le 27 mars, donc lundi prochain. On a à nouveau une présentation de projet sur la rénovation. Et le 30 mars, on a une présentation également avec Francis Gendron, qui est le fondateur de Solutionera au Québec. Il va nous présenter son projet Oasis, qui est extrêmement inspirant pour de l'habitat partagé ou des projets de co-living. Enfin, c'est vraiment intéressant aussi. Et si vous souhaitez, hop, je vais aller à la suivante. Ah, mais il est où ma page de rendez-vous? Voilà. Non, ça ne devrait pas être celle-ci, mais il y a une autre page si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez aller sur le site internet de rdv.auvivant.com pour que vous puissiez nous partager votre rendez-vous. Voilà, c'était une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet avec toutes vos questions. Donc, allons-y avec 2 personnes qui ont posé une question plus ou moins combinée. Donc, il y a Marion et Mélie qui demandent trop beau le terrain. Alors ça, c'est plus une félicitation. Et est-ce que tu pourrais nous donner une idée du budget du terrain et de la construction? Quel serait un peu le prix total? Donc, soit le prix total, et le découpage Mm. entre le terrain et la maison. Ok. Alors, le terrain, donc, il fait 767 mètres carrés, donc il est constructible sur sa totalité. Il est viabilisé, donc ça veut dire que j'ai les raccordements en fait, qui sont en bordure et j'ai plus qu'à me raccorder. Et je l'ai acheté 86 000 euros. Voilà, je suis dans le Var. C'est pour ça que j'ai acheté en 24 heures aussi, parce que trouver des terrains sympas en dessous de 100 000 euros, clairement, c'est compliqué. Ou alors, si c'est en dessous, bah, c'est qu'il y a un loup, il y a un truc. Voilà. Donc, voilà. Après, le terrain est en pente, il y a de la roche. Donc, oui, c'était plus accessible. Mais après, j'ai eu des frais aussi à côté, notamment en terrassement, en brise-roche, parce qu'il a fallu casser de la roche pour pouvoir faire des fondations. Donc, ce n'était pas négligeable non plus. Et au C'est niveau la du coût de raison la première. construction.
Ouais. Attends, c'est la raison première de pourquoi les terrains sont pas chers. Quand on compare sur le marché en se disant ah c'est top, pourquoi celui-ci il est pas cher, ben, il faut que j'aille voir. Mais en fait c'est Mm. parce que tout le monde qui connaît un peu le monde du bâtiment, ils savent que derrière il va y avoir des enjeux économiques conséquents, comme là pour toi c'était de la fondation. Quand c'est pour d'autres projets, il y a d'autres raisons et ça faut avoir l'œil professionnel pour le comprendre. Ouais. Et ben après, là, c'est vrai que je me suis dit, je comprends pourquoi les gens achètent un terrain plat. Mais après, je regrette pas parce que du coup, les restants, que la vue dominante et tout ça, clairement, c'est ce qui fait le terrain, quoi, hein. Donc, j'ai mis un peu de budget sur le terrassement en brise-roche, mais vu l'emplacement, je regrette pas, quoi. Et du coup, pour le prix de la construction, on est aux alentours de 2 300 € du mètre carré. Voilà. Donc après, j'ai C'est fait des top choix. d'avoir le prix au mètre carré parce que c'est plus réaliste. Pour avoir une idée un peu, en France, le prix du mètre carré, on est proche des. Avant le Covid, on était à 1800, 2000 euros. Maintenant, en ossature bois, on était déjà à 2005. Donc là, tu es déjà un petit peu en dessous, quand même. Mm. Oui, après, j'ai fait simple. La maison, elle est rectangulaire. Elle fait 70 mètres carrés habitables. Donc, 2 chambres, un bureau, cuisine, salle à manger, salon tout ouvert. Grande salle de bain aussi, qui fait buanderie. Voilà, c'est tout optimisé. J'ai un petit couloir qui dessert. Voilà. Après, le budget est important, c'est pour les fenêtres, clairement. Mais voilà, après, j'ai fait simple, hein. J'ai fait simple. Qui correspond à mes besoins, hein. J'avais des choses que je voulais mettre dedans et puis je savais qu'il fallait optimiser au maximum. Au début, je voulais faire des formes un peu coupées, machin, mais plus c'est un peu bizarre et plus c'est coûte cher en termes voilà, de construction. Donc, il faut faire simple et mettre les sous là où il faut les mettre. Après, j'ai préféré faire petit aussi et mettre de la qualité plutôt que d'avoir grand parce qu'en plus, quand on fait grand, il faut faire le ménage aussi après. Donc, il faut penser à tout ça, clairement. Déjà là, pour les vitres, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais parce que ça fait pas mal de carreaux à faire. Mais, euh, mais voilà, faut bien penser et savoir où est-ce qu'on peut mettre ses billes, clairement, pour valoriser le bien, hein, parce que c'est un bien immobilier aussi qui peut se revendre dans quelques temps. Donc, c'est de l'argent qu'on investit, hein, c'est aussi. Donc, voilà. C'est top. Je vais prendre la question suivante de Marine. Existe-t-il des alternatives au béton pour les fondations? Entre Oui. parenthèses, quid de l'utilisation du sable qui pourrait aussi venir à manquer dans ce que j'ai pu entendre? Merci Marine, Oui, j'attendais la question. ouais. Alors oui, il y a des alternatives au béton pour les fondations, mais après, il faut voir si ça va au terrain. Moi, comme je l'ai dit, le terrain, c'est de la roche. Donc, il y avait une solution, moi, que j'aimais bien, que je voulais faire, c'était les pieux vissés. Donc, c'est des pieux en fait, qui sont enfoncés dans le sol où il y a zéro utilisation de béton et c'est même réversible. Donc, on peut les dévisser si on veut et revenir à être un habitat, voilà, enfin un terrain du coup qui a très peu été touché. Sauf que pour ça, il faut pouvoir avoir une profondeur conséquente, au moins pour asseoir la maison, quoi. Et avec la roche, on ne peut pas le faire. Voilà. Après, il y avait la solution de faire des plots béton. Et en fait, pour l'histoire, j'avais trouvé quelqu'un pour le faire et puis il a réduit son activité. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans plus personne pour faire des fondations. Donc de là, en 3 jours, il a fallu que je trouve des maçons pour faire des devis, pour voir en fait des solutions, comment il fallait faire. Parce que j'avais tout le planning derrière avec mon constructeur qui était réservé, le terrassement et tout ça. Donc voilà. Et puis tout mis bout à bout entre la dalle bois, les plots béton, c'était cher. C'était trop cher. Et donc c'est soit je laissais tomber le projet, soit je revoyais, je faisais un gros compromis voilà, sur les fondations et sur la dalle. Mais à la base, c'était prévu en pieux vissé plus une dalle bois. Et au final, je suis en. Voilà. Avec la formation, il y a des heures de coaching et je me rappelle que tu m'avais appelé à ce moment-là quand tu Bien étais sûr. pris de court avec. Tu voulais pas mettre du béton, tu cherchais plein d'autres alternatives, tu en avais étudié déjà deux comme tu viens de les citer. Et après, à un moment donné, il est utile par rapport à l'aventure de se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus écologique également pour soi? Mm. Oui, c'est pas écologique quand on utilise du béton en très grande quantité pour des immeubles ou des grandes maisons. Là, la maison, elle est en ossature bois, elle est généralement en bois. C'est que Ouais. la partie fondation qui a été utilisée en Voilà. béton. Et comme tu viens de l'exprimer, c'est parce que c'était différentes contraintes. Et en plus de ça, ce qu'il faut rappeler, c'est que la période au moment où tu t'es mise à construire, il y avait une pique de demande de la plupart des entreprises. Et en plus de ça, le coût de l'énergie il était en train de monter en flèche. Vous vous souvenez, hein, on l'a tous vécu. On avait de la difficulté même à avoir de l'essence, etc. Donc, on était dans le même niveau de période. Donc, c'était vraiment assez intense. Et en plus de ça, d'avoir quelqu'un, un professionnel qui se désengage pour X raison,
C'est tout un défi. Donc, félicitations d'avoir relevé ce défi-là. Et oui, le béton a été, hélas, une solution pour pouvoir assurer que le projet se manifeste et se construise. Ouais. Et oui, donc gros compromis, mais en même temps, il y a eu des avantages parce que j'ai un vide sanitaire, en fait, et qui me permettra du coup de pouvoir mettre la cuve d'eau de pluie, en fait. Voilà, et de faire un local technique. Et surtout, ça me permet d'avoir de l'inertie au niveau de la dalle, chose que je n'avais pas avec une dalle bois. Donc, l'un dans l'autre, je récupère quand même des avantages sur ça. Voilà. Génial. Question suivante de Marion. Est-ce une maison qui est complètement passive et est-ce qu'elle est raccordée au réseau électrique et eau? Tu as peut-être un peu répondu à la question durant la présentation, mais tu peux préciser. Ouais, alors passive, j'espère, parce qu'en fait, il y a des choses que je vais tester dedans. Donc, au niveau des systèmes, il y a des choses que je mets et en fait, je vais voir en fonction des indicateurs, parce que moi, j'aime bien collecter des données, analyser des choses. Donc, ça, c'est ce qui me reste un peu de mon ancien métier. Donc, je vais mettre des capteurs d'air, de qualité de l'air, de température. Et en fait, j'aimerais me passer le maximum des systèmes, en fait, et que ça joue, c'est ce qu'on appelle du low-tech. Ça joue sur les caractéristiques thermiques des matériaux et moi, en fait, comment je vis dans la maison. Donc, j'espère qu'elle sera complètement passive. Et aujourd'hui, oui, elle sera raccordée au réseau parce que si je ne me trompe pas, pour le permis et tout ça, il fallait que ça soit raccordé et tout ça. Mais je compte bien me déconnecter d'ici quelques temps. Mais pareil, c'est une transition. En fait, ça va me permettre en fait, de prendre le temps. Ça me permet en fait, de voir exactement mes consommations et du coup, après, d'adapter le nombre de panneaux solaires, par exemple, et voir les alternatives en fait, à l'électricité. C'est vraiment une transition. Donc, ça ne sera pas pour de suite. Et l'eau, il faut qu'il pleuve, clairement, parce que là, la pluie, voilà, on ne va pas en reparler. Donc, oui, j'aimerais être autonome en eau de pluie. Mais là, pareil, plus on réduit ses consommations, moins on a de besoin. Donc là, voilà, pareil, c'est une transition que j'ai déjà commencé il y a un moment. Donc, j'ai déjà bien réduit mes consommations. Mais là, je pourrais voir justement avec l'eau de pluie si ça fonctionne ou pas. Mais pour ça, il faut qu'il pleuve. Et pour le moment, il ne pleut pas assez de toute façon. Voilà. J'ai oublié la question, je voulais poser une question complémentaire, mais ça m'est sorti de la tête, désolé. Julie et Annick, est-ce que tu peux rappeler la surface habitable et la superficie du terrain, par exemple? Alors, le terrain fait 767 mètres carrés et la maison fait 70 mètres carrés habitable. Hop, je suis en train de l'écrire. Et cool, merci. Adeline demande comment se gère la chaleur de l'été et le risque incendie? Parce que tu as une maison en ossature bois, donc quel est le risque vis-à-vis du feu? En vrai, c'est même mieux qu'une maison en béton, en vrai, parce que la maison en béton, avec la chaleur, elle va perdre ses caractéristiques mécaniques très rapidement, voire immédiatement avec l'élévation de la température, ce qui n'est pas le cas pour le bois. En fait, le bois va se consumer au fur et à mesure. Ça va même craquer, ça va donner des indications si jamais on est dedans que ça craque pour pouvoir partir. J'espère qu'on part avant quand même que d'avoir ces craquements. Mais en termes de résistance mécanique, le bois, pour ça, c'est mieux. Après, honnêtement, quand il y a le feu qui arrive, votre maison, elle crame dans tous les cas, que ce soit du béton ou du bois. C'est juste une question de sécurité et de pouvoir partir ou pas. Voilà. Quoi dire d'autre sur ça? Sinon, il n'y a pas de contre-indication. Nous, on a beaucoup d'incendies. En plus, je suis en lisière de forêt. Après, il fallait pour le permis que je sois proche moins de 100 mètres d'une borne à incendie. Donc, ça, c'est ce que j'ai. Donc, voilà, donc au cas où, voilà. Et voilà. Quoi dire d'autre sur l'incendie? Je ne sais pas quoi dire Le d'autre. liège? Oui, le liège aussi, voilà, le liège, puisque le chêne liège, en fait, quand il y a des incendies, il a été remarqué en fait que les chênes liège en fait ne meurent pas vu la couche en fait qu'il y a autour. C'est ce qui protège en fait l'arbre. Donc le feu ne fait que passer. Voilà. Donc là, vu que la Et tu maison as est en liège, entouré, tu as fait la finition en liège. Il y aura une question sur le sujet, donc ouais. on va y répondre juste après. Mais voilà, c'est rassurant de se dire que si le feu ne fait que passer, la maison, elle ne pourra pas brûler. Elle va Voilà. peut-être un peu comburer sur l'extérieur, Mm. mais voilà, c'est assez général. Question suivante de Marion. Quelle matière as-tu utilisée pour le sol et comment on pourrait apporter de l'inertie dans cette maison? Alors de l'inertie, il y en aura déjà par rapport à la dalle béton. La dalle est en béton. Après, ensuite, il y a une chape. La chape, dans mes rêves les plus fous, j'aurais aimé qu'elle soit en chaud, mais toujours pareil au niveau de l'artisan, des disponibilités du budget. Là, pareil,
ça sera du ciment. Et en revêtement, je suis en pierre naturelle, ça sera du travertin. Donc là, en fait, on a de l'inertie par rapport à tout ça. Et en plus, j'en rajoute encore au niveau des murs, puisque je vais faire des cloisons intermédiaires en terre chanvre qui seront banchées et des enduitaires en fait en mur périphérique. Voilà, donc je rajoute de l'inertie comme ça. Et la terre est magique parce qu'elle est capable d'absorber une grande quantité d'humidité et la redistribuer quand la maison s'assèche un peu. Donc il y a toujours un taux d'humidité qui est bien maintenu autour de 50% et c'est magique pour ça. Alors justement, la question sur le liège est arrivée. Tiffaine demande, avec le temps, est-ce que le liège vieillit bien? Alors, il y a une maison qui a déjà été construite, qui a été une inspiration aussi. Ça fait 8 ans. Le liège éclairci avec le soleil. Pour le moment, ça n'a pas bougé. Après, c'est un test. On va voir au niveau des années qui passent. Si un jour ça se détériore, faudra enduire. Mais le liège est un matériau extrêmement résistant, imperméable, imputrescible. Voilà, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que du coup, comme la maison est bien intégrée, en fait, il y a déjà un petit oiseau qui m'a fait un petit trou dedans pour aller faire son petit nid. Voilà. Mais je me dis que d'un côté, c'est qu'il se sent bien. Donc, c'est bon signe. Mais voilà, c'est la seule chose pour le moment, le retour. Puis après, on va voir, ça s'éclaircit, mais ça devrait pas trop bouger. Voilà, c'est un test, donc on verra aussi dans quelques années comment ça évolue. L'avantage, c'est que le test, il a déjà été réalisé par d'autres concepteurs avec la maison de Diane qu'on a visité en 2018. Donc, on va vous partager le lien de la visite que Au Vivant et Solutionnera avons réalisé. Et cette maison qui est du côté de Vence, pas très loin de Nice, elle est à Saint-Paul-de-Vence, pardon. Pareil, ils ont expérimenté l'isolation en liège et ça n'avait jamais été fait avant. C'était vraiment la toute première maison qui a la finition en liège. Je pense qu'avec le temps, ça va être pertinent et important d'avoir quand même mettre un enduit de protection pour éviter que le liège s'abîme et qu'il y ait une vraie durabilité sur du très long terme. Mais c'est magnifique. Tu arrives à la maison et en fait, la maison, elle a un extérieur comme un arbre en chêne-liège. C'est formidable. C'est une très belle intégration, quoi. Ouais. Et comme les fenêtres sont un peu un effet miroir, du coup, ça réfléchit la forêt, le ciel. C'est magique. On dirait qu'il y a des trous dans la maison, en fait. On dirait que vu qu'il y a le ciel, en fait, en haut, quand on la regarde d'en bas, on se dit, mais en fait, il y a un trou, il y a le ciel et ça passe à travers le ciel. C'est trop bon. Question suivante de Marion. Au bout de combien de temps ta reconversion as-tu pu dégager un salaire suffisant? Alors, déjà, il y a une règle qui est valable, pas forcément pour la reconversion ou quoi, c'est qu'en France, pour créer une boîte, il faut 3 ans. Voilà, donc c'est uniquement au bout de 3 ans qu'on peut voir si une entreprise, elle est viable et si on arrive à se sortir un salaire. Donc, moi, ça fait 1 an et demi. J'en vis pas encore à 100%, mais tous les trimestres que je déclare, mon chiffre d'affaires, il augmente. Voilà. Félicitations. Merci. C'est très variable aussi, ça dépend de chacun. Ça dépend de ce qu'on a besoin, en fait. De ce qu'on fait aussi. Enfin, c'est Voilà. pas toujours Plus on a évident. de dépenses, plus on va avoir besoin de gagner beaucoup d'argent et plus on va descendre, en fait, et moins on aura besoin de... Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est d'être un peu... Enfin, j'ai pas envie de me dire, il faut que je fasse tant de clients par mois pour pouvoir avoir ça, en fait. Je veux garder vraiment de la qualité dans mes prestations et réduire mon niveau de vie. Voilà, après... Enfin, déjà, j'ai ma maison, je suis bien dedans. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on a besoin, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très dépensière et tout ça. Ou alors, oui, j'ai acheté des semences chez Cocopelli et j'achète des livres chez Terre Vivante. Mais, mais sinon, je ne vais pas... Enfin, voilà, je suis quelqu'un d'assez sobre. Donc, ouais, voilà, ma bibliothèque, là. Donc, voilà, ça dépend de ce qu'on a besoin, en fait, pour vivre. Mais clairement, là, je pense dans très peu de temps, clairement... Enfin, voilà, ça sera bon, quoi. Tu me fais penser aussi quand on se lance dans un projet de construction, souvent on imagine, ah bah, pour réduire les coûts, je vais pas travailler à côté, je vais auto-construire la maison. Mm. Mais quand on ne travaille pas et que du coup on n'a plus de rentrée d'argent et qu'on doit dépenser du temps pour construire, il faut quand même aussi anticiper que du coup tout l'argent qu'on ne va pas fournir, tout le temps qu'on ne va pas travailler parce qu'on va autoconstruire, il faut avoir mis de côté 6 mois, 1 an, 2 ans de salaire pour être capable de continuer à se payer. Ou autrement de payer des professionnels qui vont construire. Donc l'argent à un moment donné, il sort de toute façon. Mm. Question suivante de Mélie. Je ne sais pas si ça a été dit en début de la visio, mais quel était ton ancien métier et quelles étaient tes anciennes compétences avant de te lancer dans cette reconversion?
Alors, mes anciens métiers, alors, moi, j'ai fait plein de choses, hein. J'ai été vendeuse en boulangerie, j'ai gardé des enfants. J'ai été technicienne préleveuse eau et aliments et auditrice qualité en cuisine, en sécurité alimentaire. J'ai été assistante qualité en sécurité au travail, manager des risques, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Bah, pas mal déjà. Ah si, j'ai été chargée de développement des ventes en industrie pharmaceutique. Ça, c'est quasiment le dernier poste que j'ai occupé. Alors, je gagnais très bien ma vie, mais voilà, c'était pas trop. Les hôtels, les séminaires, hôtels 5 étoiles, c'était pas forcément une de mes priorités. Donc, je préférais être plus relax le reste du temps plutôt que de me faire tordre toute la semaine et d'avoir des beaux hôtels en guise de récompense qui en fait sont plus de la stratégie qu'autre chose. Enfin bref, voilà. Et qu'est-ce qui me sert du coup? Bah, le relationnel client. Clairement, j'ai toujours eu un contact avec la clientèle. Le côté conseil aussi et côté technique et scientifique parce que j'ai besoin d'avoir ce côté-là pour expliquer les choses, aller chercher toujours, voilà. Et puis la gestion de projet aussi. Parce que du coup, mon dernier diplôme, c'est manager des risques QHSE et il y avait des cours de management de projet, de manager aussi. Et d'ailleurs, tout ce côté management, ça me sert dans mon poste que j'ai chez Eco-Bâtisson de coordinatrice, parce que j'ai la conduite de réunion, j'ai l'organisation, j'ai tout ça. Donc du coup, tout me sert, quoi. Voilà. Génial. Il y a, moi, j'ai vu l'évolution du niveau technique du langage. Alors certes, un projet de maison, déjà, ça augmente le niveau de langage, c'est certain. Mais quand tu es sorti de la formation, tu avais déjà un niveau technique grâce à la formation. Mais depuis, le fait que tu sois entouré de professionnels au quotidien, tu as explosé les compteurs en termes de vitesse pour pouvoir saisir des concepts qui parfois en mettent 5 ans, 10 ans avant d'acquérir. Tu as réussi à les choper chez les pros autour de toi et félicitations pour ça. Mais après, quand on est passionné, en fait, bah, les infos, elles rentrent toutes seules, en vrai. Et on est intéressé, on est concentré, du coup, ça rentre tout seul. Alors que sur des trucs, par contre, tu me parles d'un truc qui m'intéresse pas, tu vas me le répéter 15 fois, ça va faire ça et ça va faire ça, je vais décrocher, je vais avoir une perte d'attention et tout ça. Alors que là, clairement, voilà, ça rentre tout seul, quoi. Et ça, c'est trop génial. À peine je lis un truc, Et je le mémorise, quoi. je comprends, j'ai la même maladie. Ouais. Marion demande, est-ce que tu as eu à faire un choix entre les toilettes classiques et les toilettes sèches Oui. et lesquelles tu as choisi? Les toilettes sèches. J'ai choisi les toilettes sèches, mais j'ai quand même prévu les évacuations et l'alimentation qu'il faut au cas où si je change d'avis ou au cas où je revends. En fait, j'ai tout prévu pour que l'habitat soit réversible, en fait. Donc, voilà. Tout est prévu d'un côté, mais aussi de l'autre. C'est-à-dire que pour les toilettes sèches, j'ai prévu une grande fenêtre pour pouvoir, du coup, faire passer le seau de vidange. Je n'ai pas à me trimballer le seau au milieu du salon, clairement. Donc voilà. Et puis de faire des jolies toilettes, pas la cabane au fond du jardin, des trucs un peu sympas, bien déco, même si c'est des toilettes sèches, quoi, pour montrer que voilà, c'est pas forcément un truc trop archaïque et trop et pourri, quoi. Ça peut être joli tout en étant des toilettes sèches. Parce que je vais souligner un truc que tu viens de citer, c'est que tu as prévu le cycle de vie de tous les jours quand tu vas avoir à sortir le seau. Et ça, c'est quelque chose de majeur quand on conçoit une maison. Chaque pièce, chaque action qu'on a à mener à différents endroits, que ce soit dans la cuisine, dans les toilettes, dans la salle de bain, dans la chambre ou quoi, imaginez la journée que vous allez avoir à vivre, la maison type, dans cette maison, pardon, la journée type que vous allez vivre dans chacun des éléments. Et là, en pensant à dire, OK, je ne veux pas passer par le salon avec mon seau, ça change tout. Tu te facilites la vie parce que ça a été pensé avant. Mm. Et il y a tellement de projets de maison qui n'ont pas été pensés avant. Enfin, je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous avez déjà vécu là-dedans, donc félicitations pour ça. Laure demande, et pour le permis de construire, comment as-tu pu présenter comment as-tu présenté ton projet? Est-ce que tu l'as présenté sous forme de maison passive? A-t-il été accepté facilement par la mairie de ta ville? Alors, le permis, je me suis rapprochée de l'urbanisme. Déjà, j'ai regardé le PLU et tout ça. Et en fait, moi, j'étais à cheval un peu sur deux réglementations parce que c'est un lotissement, entre guillemets, parce qu'il y a deux lots. Donc, c'est un mini lotissement, mais ils étaient obligés de faire un lotissement pour pouvoir en fait, faire des permis d'aménager et pouvoir les rendre constructibles, en fait, ces deux terrains. Et donc, j'étais à cheval sur un PLU de 2015 et le nouveau de 2019. Enfin, il y a des clauses un peu où, par rapport à des restrictions. S'il y en a un qui est plus restrictif que l'autre, c'est le plus large en fait qui s'applique. Notamment, par exemple, pour les toits plats. Dans le premier, celui de 2015, il n'y avait pas de toit plat autorisé. Et dans celui de 2019, il y était. Donc, au début, je me suis dit, bon, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Je vais faire un truc qui ressemble aux autres. Donc, toiture de plan, néo-provençal, tuiles, tout ça. Et je me suis dit, c'est dommage quand même, faire la même maison, on ne verra pas que ça sera différent.
Donc, j'ai dit, allez, on tente, on verra. Je préfère taper haut. Ça passe, tant mieux, au moins j'aurais tout gagné. Et si ça passe pas, tant pis, j'aurais dû, mais au moins j'aurais tenté et j'aurais pas de regrets. Voilà. Après, il y C'est vraiment a, bien dans fait. la communauté de communes, il y a une permanence tous les mois, je crois que c'est les premiers jeudis du mois, où on peut en fait aller voir l'architecte conseil et l'instructeur en fait à l'urbanisme. Donc du coup, j'y suis allée. Et donc, j'ai présenté le projet. Donc, je m'étais un peu fait comme ça quand même au niveau des trucs. Mais c'était plus pour me rendre service, je pense. Et en fait, en me renseignant sur la personne qui m'avait reçu, c'était quelqu'un en fait qui était pro éco-construction et qui fait partie du jury de la construction bois, du concours régional à la construction bois en fait dans la région. Et en fait, qui connaissait aussi d'autres personnes que je connaissais. Voilà, mais ça, je l'ai su après. Et donc, en fait, ils m'ont dit non, mais c'est très bien et tout ça. Et j'ai pas eu de problème. Après, dans le permis, on ne détaille pas trop les matériaux. On peut le faire, mais ce qui compte, c'est le visuel. Après, moi, j'ai préféré être transparente parce que j'ai pas envie de. Enfin, voilà, je préfère que tout le monde marche dans mon truc et que tout le monde soit converti, entre guillemets, parce que c'est un projet qui est voué quand même à être médiatisé et qui sert, quoi. Donc, c'est pas juste pour faire les choses cachées. Donc, j'ai dit, je préfère tout dire. Si ça doit le faire, ça le fait. Et si ça ne doit pas le faire, c'est qu'il y a un autre endroit qui sera plus propice à ça. Et puis, c'est passé. Donc, j'ai eu juste un courrier au bout d'1 mois me demandant une pièce complémentaire. Donc, c'était pour la gestion des eaux pluviales. Donc, du coup, j'ai fait les modifs. J'ai du coup donné la pièce complémentaire. Et 1 mois après, j'avais l'obtention du permis de construire. Voilà. Alors, au début, donc c'était une des images que j'ai mis au tout début. Il y avait un pourtour, en fait, tout en pierre. Donc ça, c'était un peu mon idée farfelue, mais mon constructeur m'a dit, mais comment tu vas aller faire tenir les pierres? Mais non, mais je trouverai. Et puis finalement, il avait raison parce que c'était impossible de faire tenir des pierres sur de l'isolation extérieure. Et la maison à la base devait être enduite. Donc là, je dois faire un permis modificatif en fait pour le liège. Et puis aussi parce que j'ai changé la forme de la terrasse. Voilà. Donc c'est possible qu'ils refusent. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Ça me passe pas dans la tête de me dire que je vais avoir un refus sur le liège. Voilà. Après, c'est ambitieux. En plus, la maison est hyper avancée. Donc si jamais il faut l'enduire, c'est un peu la catastrophe. Mais voilà. Après, mon argumentaire, il est prêt clairement. Et puis là, je commence à avoir quand même, je vais pas dire de notoriété, mais je suis quand même dans beaucoup d'événements. Je médiatise beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les trucs au niveau des professionnels et tout ça. Donc, il y a un intérêt et clairement, vu la conjoncture, c'est une solution voilà, qui a plein d'avantages. Donc, je ne vois pas pourquoi ils diraient non. Et même s'ils disent non, je dis laissez-moi faire mes tests, je laisse quelques années comme ça, donnez-moi la conformité et après, je m'engage à la recouvrir d'ici quelques années, quoi. Mais voilà, j'ai prévu la réponse dans tout le cas. Bravo pour l'anticipation. Question suivante de Émilie. Est-ce que tu aurais un livre préféré à recommander pour appréhender l'éco-construction? Oula, un livre, Lequel choisir? je sais pas, c'est dur à répondre là. Le premier, moi, que j'ai acheté, c'est les 12 solutions bioclimatiques de Christophe Olivier, le vert. Voilà, ça c'était le premier. Après, Il n'existe plus. moi, Je suis j'arriverai pas à désolé. dire qu'un seul, hein. Mais après, voilà, c'est des terres vivantes, c'est la conception bioclimatique, le jaune. Voilà, celui-là, donc là, celui-là, il est bien. Et après, voilà, à savoir, je les ai Il a lus. 15 ans par contre. Ouais, mais après, voilà. Après, de toute façon, c'est de la science, hein, les formules et le comportement de la chaleur, ça vieillit pas. Non. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, il y en a plein que j'ai pas lu encore, hein, parce que, voilà, j'achète beaucoup de trucs, mais j'ai pas tout lu. Donc, ouais, le jaune. Et sinon, il y en a un aussi, moi, que je consulte régulièrement, c'est l'isolation thermique écologique. Mais celui-là, voilà, il est assez technique. Je les ai tous derrière moi, c'est exprès, tu sais. Ouais, c'est pas fait exprès en plus, hein. Ouais, après, il y en a Non, plein, en ce que fait. tu cites, je m'y attendais pas. Donc, l'édition qui est Ouais. intéressante, c'est Terre Vivante. Et ils ont une Voilà, mais il y a bibliothèque toute la spéciale collection. Habitat. Ouais. Après, voilà, il y en a plusieurs. Après, c'est vrai qu'il y en a plusieurs différents, mais ils reprennent globalement les mêmes choses. Et après, ceux-là, ils sont plus spécifiques sur certains trucs. Donc, c'est vrai que quand on est pro, ceux-là, ils sont vraiment encore plus spécifiques et on peut les reconsulter au fur et à mesure quand on a oublié des données ou des trucs comme ça, quoi. Dans la formation, on recommande d'autres livres. Il y a pas mal d'auteurs de certains livres qui interviennent dans la formation également. Il y a Émilie qui te remercie. Florian demande, as-tu du mal à trouver des clients qui est dans ta cible? Eh bien, là, ça mélange les questions maison et questions reconversion professionnelle.
Des clients, bah, en fait, bah, il faut le temps de se faire connaître et de préciser son discours. Donc au début, quand je parlais, que je disais ce que je faisais, clairement, on m'écoutait, mais c'était pas clair. Et même moi, c'était pas clair pour moi, clairement, parce que bah, j'avais pas encore assez confiance. Mon Dieu, de donner des conseils à des gens, mais si jamais je me trompe, enfin voilà, bref. Et non, franchement, ça va. Après, le réseau, ça se développe au fur et à mesure. Après, il n'y a rien qui tombe du ciel, hein, clairement. Enfin voilà, moi après, je suis quand même assez active. Je rejoins des clubs d'entrepreneurs. Je me suis rapprochée de la CCI de mon département. Je fais des business speed dating. Enfin voilà, hein, après, il faut y aller. Puis en plus, voilà, étant dans le bâtiment et étant une femme, il faut y aller 2 fois plus en fait. Parce que, Hélas. voilà, parce que c'est compliqué. Il faut manger du lion, hein, certains matins, il faut y aller parce que si on s'impose pas, si on parle pas, si on n'est pas clair, on ne nous écoute pas, voilà, donc on est quand même dans un monde encore qui tourne comme ça, hein, donc voilà, Moi, après. j'ai eu des retours de comment tu animes l'association Éco-Bâtissons qui est composée essentiellement d'hommes. Euh, Ils sont en garde à vous, quoi. Ils l'écoutent. C'est trop bon. Donc, Ouais, enfin félicitations pour après, ça. je C'est la petite suis. clochette, j'ai entendu parler de ça. Oui, bah oui, parce que pour le temps, maintenant, voilà, parce que c'est toujours les mêmes qui débordent, donc voilà. D'accord. Mais je suis obligée, parce que sinon, déjà, on ne tient pas le timing. Enfin, voilà, et puis il faut que je m'impose. Mais c'est vrai que je peux paraître un peu autoritaire et vachement comme ça. Bon, je suis comme ça, mais là, c'est dans ma vie professionnelle. Après, dans ma vie perso, je suis plus relax quand même. Enfin, j'espère. Mais, mais voilà, c'est obligé. Après, on est obligé de se faire respecter. Sinon, on se fait marcher dessus. Et après, voilà, c'est quand même le monde professionnel, quoi. Écoute, c'est vraiment dommage que les femmes aient besoin d'avoir à autant s'imposer par rapport au monde du bâtiment. Mais d'avoir, est-ce que avant la formation, toi, tu te sentais capable de pouvoir mener de front ce projet-là face à ces différents professionnels? Ou est-ce que la formation t'a aidé ou pas? Oui, ça m'a aidé. Ben, ça m'a aidé en fait à pouvoir m'entourer correctement. Et du coup, c'est cet entourage en fait que j'ai eu qui m'a permis du coup de m'imposer quoi. Là, dans le projet, clairement, mon constructeur, il y a eu des fois où enfin, il m'a bien aidé pour me faire entendre, notamment sur certains corps de métier où c'est un peu, voilà. Mais voilà, après, c'est l'expérience aussi, parce qu'au début, on n'ose pas. On n'ose pas, on n'ose pas, mais on se dit, oh, c'est moi le client là, c'est moi qui règle la facture, moi je veux pas ça, donc à un moment, soit tu m'écoutes, soit il y en a d'autres aussi qui sont derrière et qui veulent bosser aussi, quoi. Donc il faut arriver à pas avoir peur. Et c'est vrai que suivant qui on est en face de nous, voilà, faut prendre. Si on fait l'analogie avec la chanson, la musique, tu es la compositrice, tu as composé, tu as conçu le projet de la maison, tu es la productrice, c'est-à-dire que tu finances le projet, et tu es la réalisatrice dans le sens où c'est toi qui es quand même assez présente tout le long du projet pour pouvoir dire je veux ça, je veux pas ça, là oui on va là on va jusque là, non, ça oui, etc. Ouais. Donc bravo, c'est quand même pas rien, et être un maître d'ouvrage, c'est ce que tu es en tant que constructrice de maison, enfin futur propriétaire d'une maison, je veux dire, ça s'apprend nulle part ailleurs que pour l'instant chez nous. J'aimerais vraiment bon, qu'il y ait d'autres endroits, mais pour l'instant, si je me suis lancé à vouloir faire en sorte qu'il y ait cette formation, c'est pas pour rien, c'est parce que c'était majeur pour moi d'avoir à faire en sorte que les maîtres d'ouvrage puissent être capables de mener à bien leur projet tel qu'ils l'imaginaient. Merci pour ça. Bah, de rien, bah, Question merci. suivante, je t'en prie. Question suivante de Jérémy. Grosse question, attention. Es-tu seul à avoir emprunté? Il Mhm. parle de son témoignage personnel en disant qu'il est auto-entrepreneur en informatique, qu'il a des super chiffres d'affaires depuis 2017, mais les calculs bancaires sont terribles et les banques ne lui prêtent vraiment trop peu pour être capable de réaliser son projet en entier. Est-ce que tu aurais des astuces, des aides qui pourraient venir compléter en fait le budget financier? Oui, moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est l'emprunt participatif, en fait. Au lieu qui est abordé du coup dans la formation, moi, que je connaissais pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter une seule grosse somme en fait à une personne qui s'appelle banque, en fait on vend le projet, on apprend à fédérer en fait autour de son projet et il y a plein de gens qui ont de l'argent sur des comptes, des épargnes et tout ça, qui font rien et parfois ils aiment bien donner du sens à cet argent-là et donner un coup de pouce à des gens sur lesquels le projet en fait les touche. Et en fait, au lieu d'emprunter, j'en sais rien moi, 200 000 euros à une banque, ben, tu vas emprunter peut-être 2000 enfin, voilà, un certain nombre de personnes et voilà. Et il y en a, même sur des cas, il y avait eu des histoires qui avaient été racontées comme quoi c'était des taux proches de 0% et il y en avait même des fois qui c'était des dons, quoi, clairement. Donc,
C'est vraiment quelque chose qui est un enjeu vraiment d'actualité, surtout que je suis en train de m'informer, je n'ai pas la connaissance précise, mais il y a les taux bancaires au niveau national et européen où ils vont augmenter encore les taux parce que la France est endettée, etc. Machin, et qu'il y a le HSBC, ah non, ça c'est le nom de la banque. En tout cas, un service qui dit à la Banque de France si oui ou non ils vont pouvoir accepter tel ou tel taux, et ils ont resserré la vis, ça devient plus intense également. Donc, entre avant, c'était compliqué. Là, il y a encore une couche supplémentaire qui sont certainement liées à des choix politiques, j'imagine. Mais voilà, on a un véritable défi à avoir à relever aujourd'hui. Et donc, ça, c'est par rapport aux banques standards. Et dans la formation, comme tu viens de le préciser, on présente une autre solution qui permet de, pas nécessairement abandonner la banque, mais d'aller chercher d'autres emprunts bancaires, d'autres emprunts auprès d'autres personnes qui, au lieu que les gens laissent leur épargne dans la banque, ils investissent dans toi et toi, tu leur rembourses avec ces taux qui sont très variables. Là, je vois qu'il y a la question de Jean, de Brigitte, qui demande quel taux alors? Et donc, les taux conventionnels aujourd'hui, ils s'approchent de 3 à 4. Parfois, ça peut monter jusqu'à 7%, c'est hallucinant. Et dans la vidéo 3, on présente aussi vraiment l'explication. Alors, la vidéo 3, je vais vous la refaire en français. Actuellement, dans la mini-formation, il y a la première vidéo qui vous explique un peu les différents types de maisons, maisons autonomes, maisons saines, écologiques, performantes, etc. Dans la maison 2, on vous présente les piliers pour pouvoir bien débuter un projet avec la conception bioclimatique, les matériaux, les systèmes et les différentes formes d'autonomie en eau, énergie, alimentation. Et dans la troisième vidéo, on vous présente comment bien gérer son temps et son budget. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est majeur. Et pour pouvoir le comprendre, allez voir la vidéo 3. On vous explique comment gérer le budget. Et si vous avez besoin d'aller plus loin pour pouvoir saisir cette petite différence avec c'est quoi entre un emprunt auprès d'une banque et un emprunt participatif, je vous invite à poursuivre l'aventure avec nous. Ou sinon, à prendre un rendez-vous téléphonique. Alors, ça me fera plaisir de pouvoir vous expliquer un peu plus en détail personnellement. Est-ce que j'ai loupé une question? Tac, tac. C'est la personne qui prête qui décide. Ah oui, l'inverse, juste pour expliquer un peu le financement participatif, quel est l'inverse entre la banque et un financement participatif? C'est que c'est la banque qui dit je suis d'accord de te prêter tant d'argent à tel taux, et toi tu dois dire oui ou non. Non, je ne veux pas votre prêt, ok, je le prends, et tu deviens un peu lié à cette banque X temps. Et là, le financement participatif, c'est l'inverse. Tu dis voilà, j'aimerais avoir tant d'argent. Combien d'argent vous êtes prêt à me prêter et quel est le taux que vous me proposez? Et je suis prêt, moi, organisatrice, donc par exemple si c'est Caroline qui le fait, à accepter un taux entre 0% évidemment, à 1, 2%, 3%. Donc, voilà, c'est intéressant. Question suivante de Jérémy. Connais-tu une plateforme ou un organisme qui donne accès à ce type de service d'emprunt participatif? Je réponds tout de suite à la question, excuse-moi Caroline. Vas-y, vas-y. C'est s'il y a un organisme qui organise l'emprunt participatif, ce n'est plus un emprunt participatif, ça devient une entreprise et donc ça devient un service bancaire. Si c'est un service bancaire, ça doit s'enregistrer à l'ORIAS. Si ça s'enregistre à l'ORIAS, c'est raccordé au système bancaire, donc ça ne fonctionne plus. Le financement participatif, c'est un emprunt d'être vivant à être vivant. Caroline avec Goulven, on se prête de l'argent l'un et l'autre et on crée un contrat d'emprunt, un deal financier entre nous deux. Et donc, toi qui vas construire la maison avec plusieurs emprunts, au lieu de l'emprunter à une seule personne, une banque, là, tu l'empruntes à 10, 20, 100 personnes en fonction de la somme que tu vas réclamer. Ça me fera plaisir d'aller plus loin dans les explications prenez rendez-vous avec l'équipe sur le site internet de rdv.auvivant.com, rendez-vous.auvivant.com. Ça vous redirige vers un petit formulaire, vous pouvez sélectionner les horaires de rendez-vous et puis on pourra discuter ensemble. Je ne vois pas d'autres questions. Merci en tout cas déjà de cette présentation. On a déjà passé 1h20 pour pouvoir... tu pouvais raconter encore des choses, mais tu vois, tu avais l'espace de pouvoir raconter beaucoup de choses. Donc, merci, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses à nouveau. Donc c'est vraiment top. Ah oui, c'est vrai, les surchauffes, je n'ai pas répondu avec l'inertie. Alors, je vais lire la question. Mm. Marine demande, quelles sont tes pistes pour éviter la surchauffe en intérieur via les vitres plein sud? Et oui, parce que tout à l'heure, il y avait la réponse avec le confort d'été, et on est parti sur l'inertie, le béton, et après, du coup, j'ai suivi. Les pistes, clairement, donc c'est de la conception qui est réfléchie déjà de base. Donc, pour tout ce qui est hiver, donc il n'y a pas de souci, puisque j'ai des entrées solaires.
Mais du coup, pour le confort d'été, il faut couper ce rayonnement solaire. Donc sur la partie sud, j'ai ce qu'on appelle des BSO, des brises soleil orientables, qui permet en fait, c'est comme un store vénitien sur l'extérieur, en fait, qui descendent, que je peux orienter comme je veux, c'est-à-dire que j'ai quand même la luminosité qui rentre, sans forcément avoir le soleil qui rentre et qui me chauffe la maison. Après, j'ai une espèce de micro-casquette. Alors, elle est un peu courte parce qu'à la base, elle n'est pas prévue pour être une casquette bioclimatique. C'était juste pour casser en fait le côté contemporain de la maison et plus de la déco. Également, je vais avoir une pergola qui va venir devant côté sud en bois et où il y aura des plantes qui vont grimper dessus. Donc, ça sera une pergola végétalisée qui permettra en fait de mettre toute la façade sud à l'ombre. Voilà. Et du coup, voilà. Et après, du côté ouest, parce que en fait, on croit que c'est au côté sud qu'il y a le plus, que l'été, c'est le plus exposé au soleil. Et en fait, c'est le côté ouest parce que le soleil en fait est rasant du côté ouest. Et ça, pour ça, en fait, j'ai la chance d'avoir déjà de la végétation qui est bien présente. Et côté ouest, ça fait déjà de l'ombre naturellement. Voilà. Et de toute façon, j'aurai en plus des volets coulissants du coup qui me permettront de, de casser encore plus le rayonnement. Et après, pour tout ce qui est surchauffe, j'ai des fenêtres pour ventiler. Donc, j'ai des fenêtres en fait en oscillant battant qui me permettront de faire de la ventilation nocturne. Les fenêtres sont disposées d'une façon pour en fait maximiser les courants d'air. Et également, j'ai prévu de mettre des ventilateurs de plafond pour encore accentuer l'effet de ventilation nocturne. Après, là, moi où j'habite, la température descend bien la nuit, donc ça permet en fait justement de décharger la maison qui a accumulé de la chaleur pendant la journée ou pendant les activités et tout ça, et du coup de rafraîchir et de repartir pour un cycle de journée plus au frais en tout cas que l'extérieur. C'est quoi t'es à quelle altitude à peu près? 435 mètres. Et il y a une question de Sylvie qui demande, c'est quoi une ombrière? Une ombrière? Ouais, Non, une moi du ombrière. coup, c'est une pergola que je mets. Voilà. Pergola, c'est comme on voit quand il y a des plantes qui poussent sur des branches, suspension. Qu'est-ce qu'il y a comme autre terme? Oui, Enfin, c'est après, ça, l'ombrière en fait. oui, c'est ça. Ça fait des lattes en bois en fait qui sont mises pour faire comme un abri, mais espacées. Et du coup, il y aura des accroches pour faire grimper de la végétation, du coup, qui sera caduque. Comme ça, en fait, l'hiver, ça perdra ses feuilles et ça permettra de pas couper la luminosité pour la maison et le soleil. Merci pour l'intelligence Ouais, une collective. tonnelle, ouais, Il peut-être ça. y a Émilie qui propose la tonnelle, exactement. Je prends la question suivante de Tiffen qui demande pourquoi pas de la végétation sur le toit terrasse également. Pourquoi? Parce que je veux récupérer un maximum d'eau de pluie en fait, et quand on a un toit de terrasse, enfin un toit végétalisé, en fait la plupart de l'eau ça sert pour abreuver en fait les plantes, et du coup après à la fin il en reste plus trop. Et puis comme il pleut pas assez, en fait les toits végétalisés clairement dans le sud, enfin dans le Var, si c'est pour arroser, devoir arroser en fait mon toit, ça perd tout son intérêt. Voilà. Et c'était pour ça. Par contre, le PDM, il est noir, il va chauffer un peu. Est-ce que tu as prévu de mettre un autre type de revêtement ou autre chose en attendant? Oui, alors je me suis renseignée, mais là, pareil, j'attends de voir en fait la maison, comment elle va se comporter, parce qu'il y a quand même 40 cm d'isolant en dessous, plus la toiture est ventilée. Donc, enfin voilà, j'attends de voir un peu. Sinon, si vraiment c'est trop la surchauffe, il y a des espèces de peintures thermo-réfléchissantes, si je ne me trompe pas, blanches en fait, qu'on peut appliquer sur le PDM, du coup, qui en fait font de l'albédo. En fait, du coup, le rayonnement solaire est renvoyé, et du coup, ça permet de faire abaisser en fait la température à la surface de la membrane. Sinon, ce qui peut être peut-être plus facile, c'est des cailloux blancs. Ouais, aussi, mais par rapport, je ne veux pas que ça me coupe un peu le ruissellement, vu que c'est que 3% de pente. Il ne faudrait pas que ça. Pourrait y avoir un peu de. Ça peut aussi stocker de la saleté. Une question suivante de Carter. Quelle plante caduque as-tu prévu pour la pergola végétalisée? Ah, je sais pas, j'ai pas réfléchi encore. Je sais pas. On verra. On verra parce Non, qu'il y a vu certains trucs, mais peut-être de la vigne vierge. On verra. début avril, là, on devrait avoir une nouvelle visite de maison qui va sortir avec une famille qui a fait une super rénovation, extension de la maison avec l'installation d'une serre d'abondance où ils vont pouvoir produire à l'année. Et à côté, dans l'extension de la maison qu'ils ont faite, ils ont fait une terrasse. Et dans les bacs de la terrasse, ils ont mis comme ombrière, comme tonnelle, avec comme plante du kiwi. Ils Ah sont en ouais. Haute-Savoie, à un peu plus de 500, je crois, proche des 500 mètres d'altitude, des kiwis quand même. Je trouve ça génial. Et en plus, quand ils sont assis à la table de repas, genre tu peux attraper un kiwi à ton petit-déj le matin, quoi. C'est trop cool. Ouais, non, c'est cool. Ouais.
Si vous voulez avoir accès à cette visite, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Au Vivant. On va vous partager le lien avec le lien direct pour pouvoir vous abonner. Attendez, sinon, ouais, je vais essayer de vous le retrouver. Sinon, vous allez sur la page de YouTube, vous écrivez Au Vivant, vous vous abonnez, comme ça, vous allez pouvoir recevoir l'annonce de quand est-ce qu'elle va sortir. Et une question suivante de Marion. Comment on récupère de l'eau de pluie avec un toit plat? J'ai un peu Alors, répondu à la question. Il y a une pente de 3%, non? oui, voilà. En fait, on dit que c'est un toit plat, mais en fait, il y a une pente quand même pour que l'eau s'évacue. Et en fait, de part et d'autre, en fait, sur la partie la plus basse de la pente, il y a deux gargouilles en fait où il y aura des boîtes à eau avec des descentes d'eau qui seront reliées pour en fait ensuite alimenter la cuve. J'ai envie de dire un peu comme les autres toitures, sauf qu'il y a moins de pente, mais ça s'écoule pareil. C'est la gravitation de l'eau de pluie. Marianne demande pourquoi pas une monopente qui aurait pu aussi servir de casquette et plus facile pour la récupération d'eau de pluie. Parce que j'aimais pas. J'ai vu des maisons en monopente en fait et ça me plaisait pas trop. Ça faisait un peu. Après c'est mon avis perso, hein. Ça faisait un peu cheap en fait. Ça faisait trop pas assez élaboré au niveau du design et moi je voulais faire un truc quand même contemporain qui envoie un peu au niveau du visuel et voilà. C'est en fait le toit monopente c'est la solution la moins chère entre guillemets aussi quand on fait des maisons et je voulais taper un peu plus haut de gamme entre guillemets. Voilà. C'est juste c'est un pur choix de goût. Super. Jérémy demande y a-t-il une certification spécifique concernant les experts qui font les études thermiques pour maisons passives? Car les maisons standards n'ont pas les mêmes exigences au niveau thermique. Donc, j'ai peur de ne pas prendre le bon professionnel. En fait, moi, j'ai pas fait d'études maison passive. En fait, la maison, je l'ai déposée en décembre 2021 et je suis sur la RT 2012 en fait. Mais elle va dépasser la RE 2020 et clairement, si je refais des tests et tout ça, il y a pas de doute. Après, c'est un bureau Et pas d'études en aller fait. chercher la certification, en fait, Oui, voilà, moi, je maison n'ai pas passive. cherché la certification parce que bon, parce que c'est un choix, hein. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, oui, après, les bureaux d'études, normalement, ils ont un petit logo qui fait comme. C'est le FI, non, je crois. C'est Passive House. En fait, c'est jaune et rouge. Et ils se disent certifié Passive House pour faire justement les trucs. Puisqu'après, une fois que la maison est faite, il y a des tests, en fait, justement, parce qu'il y a certains critères à respecter pour se dire la maison, elle est labellisée Passive House. Et c'est une vraie maison passive et d'après le critère allemand, parce que Passive House, c'est allemand. C'est ça. Eh ben, dis donc, je ne sais pas vous, mais est-ce que ça vous a plu un peu cette soirée, franchement, parce qu'on a appris tellement de choses, c'est vraiment impressionnant. Je te remercie. Est-ce que tu aurais un mot, Caroline, pour pouvoir un peu conclure cette soirée? Et est-ce que il y a une question qui sort. Peut-on adapter les outils et conseils de la formation pour un projet au Brésil? Alors, il y a souvent des questions qui sont en lien avec le confort d'été. On aborde vraiment ça dans la formation. Donc, Bah, moi, je dirais oui, en euh, fait, c'est du bioclimatisme, c'est juste de l'observation de l'environnement, puisque c'est le projet qui s'adapte au terrain et pas l'inverse. Donc, il suffit en fait de voir les contraintes en termes de climat et d'utiliser en fait ce qu'il y a déjà pour pouvoir faire au mieux. Donc, en vrai, ça s'adapte de partout où on veut, en fait. il y a plein de remerciements, beaucoup de merci, mais est-ce que tu aurais un mot de la fin, Caroline, à nous partager Ben, pour merci motiver? pour tout ça. Clairement, moi, ça me fait plaisir de voir que c'est bien reçu. Et j'espère voilà, que ça vous donne envie de vous lancer aussi. Et voilà, de vous lancer déjà rien que dans la réflexion et dans la prise d'infos et tout ça, puisque ça commence comme ça. Hein. Je ne me suis pas levée un matin en me disant, allez, je vais faire ça. Hein. C'est un cheminement. Et voilà, c'est très important de bien s'informer, de bien s'entourer, de bien se préparer. Parce que c'est quand on est bien préparé qu'on peut passer à l'action et que quand le terrain il arrive, bah, on se dit bah, ça y est, c'est pour nous, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Internet, c'est bien, mais de pouvoir en parler avec des pros et voilà, et d'être éclairé comme il faut, c'est encore mieux, ça évite des erreurs. Et voilà, et en plus, ça fait plein de connaissances et plein d'amis parce que moi, comme je disais au début, c'est pas juste de la formation théorique, c'est aussi des gens voilà, qui font partie de ma vie maintenant et c'est cool, quoi. C'est une aventure Génial, humaine, je vraiment dirais. merci. Écoute, il y a des gens qui te disent merci beaucoup, c'était génial, c'est très bien, merci, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et ces infos précieuses.
Un grand merci pour toutes ces infos. Bravo, merci beaucoup, etc. etc. Je vais peut-être pas dire tout le monde, Merci mais à vous, hein, ça fait vraiment trop beaucoup de support. Vraiment, un grand merci à vous pour votre présence, votre enthousiasme et de poser des questions, de venir passer du temps sur les sujets qui vous importent pour manifester votre projet. C'est hyper important pour nous. À partir du moment où vous informez, vous cherchez après des données, tout ça, nous, le rendez-vous téléphonique qu'on vous propose, il est là pour pouvoir s'assurer que ce que l'on propose vous corresponde. Donc, du coup, si ça ne le fait pas, on cherche après à vous rediriger, à vous donner d'autres infos pour voir si c'est peut-être mieux aussi d'organiser dans le temps telle ou telle chose pour s'assurer que votre projet se déroule le mieux, pour que ça soit également écologique pour vous. Donc, un grand merci Caroline, tu représentes vraiment bien cette réussite suite à se lancer dans un projet qui est quand même une sacrée aventure, hein. C'est quand même la plus grosse, le plus gros investissement parfois dans sa vie, c'est une maison. Donc, félicitations pour tout ça. Merci encore. Merci à mon équipe qui a été derrière. Ça a été vraiment top. Je remercie Evelyse, Camille et Lily qui a été derrière pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir être bien disponible avec vous sur les partages d'écran, etc. Donc, c'était top. Je vous souhaite une très belle soirée. Et n'oubliez pas, je vais conclure à nouveau avec mon partage d'écran sur les dates du prochain webinaire. Hop. Pas webinaire. Oui, c'est ça, webinaire sur le prochain webinaire sur le retour d'expérience. Oh, ça ne veut pas se mettre en plein écran, on va y arriver. Le 27 mars, on va parler de la rénovation avec Nathalie. Donc un peu comme ce soir, on a parlé de la construction et un peu de reconversion professionnelle avec l'expérience de Caroline. Donc là, le 27 mars, on va parler de la rénovation avec Nathalie. Et le 30 mars, on va parler de l'Oasis, de l'habitat ensemble, avec l'expérience et le retour d'expérience de Francis Hollandron. Et n'hésitez pas, si vous avez un projet, vous voulez en parler avec l'équipe, allez sur le site internet de rdv.auvivant.com. Cool, merci beaucoup, une très 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 belle soirée à vous. Et si vous avez envie de regarder cette vidéo à nouveau pour pouvoir voir le début ou la fin ou un certain passage, le fait que vous soyez inscrit pour être présent, vous avez accès au replay. Et ce sera le cas si vous n'êtes pas disponible pour le lundi ou le 30 mars, inscrivez-vous, c'est important, ainsi vous aurez accès au replay. Donc il y a Lily qui vient de vous partager le lien pour vous inscrire au prochain webinaire. Prenez le temps de cliquer. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Et encore un grand merci Caroline, c'était vraiment génial, j'ai passé un super moment. Merci à toi. Moi aussi. Bonne soirée.